N'oubliez pas vos vaccins avant d'écouter Crash ton venin avec Koro et Tafit. Les personnalités viennent vider leur sac sur irm.radio tous les mardis à 11h. Dans Crash ton venin, IRM scanne ta grogne. IRM scanne ta vie. IRM. Et mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Il est 11h, vous êtes sur IRM.radio, c'est l'heure de Crash ton venin. Oui, c'est l'heure de Crash ton venin. Et aujourd'hui, on est avec John Doe, un chanteur, compositeur qui va nous faire vibrer. J'espère. Ça va, John Doe ? Très bien, et vous ? T'es prêt à faire vibrer Koro ? C'est la femme de glace, donc ça va être compliqué, je pense. Alors, la thématique aujourd'hui, le thème du jour, ça sera la compassion et l'amour. La compassion, oh là là, la tolérance. Ah, c'est pas la même chose. Ah, il y aura les trois. D'accord, et l'amour, ok. Ouais. On va pouvoir en parler. Et bien sûr, comme avant chaque interview, nous débutons avec une musique de l'invité. Nous commencions avec Sexual Game de John Doe. Peux-tu nous en dire plus sur ce titre ? Sexual Game, interprétation de l'original Sexual Healing de Monsieur Marvin Gaye. Un titre qui m'a fait rentrer dans l'univers black music, on va dire. De retour sur IRM pour Radio Crash ton venin, c'était Sexual Game de John Doe. On s'est fait plaisir, on a entendu ta voix, superbe. Merci. Alors on va commencer, on va parler de toi, les tout débuts, on commence par le commencement. Dis-nous quelles sont tes origines. Moi je suis mes parents sont de la Guadeloupe et de la Côte d'Ivoire. T'es né en France, t'as grandi en France ? Je suis né en France, j'ai grandi pendant 5 à 6 ans en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, yeah, Afrique de l'Ouest. Exact. Donc, t'as grandi, de quel âge à quel âge t'étais en Côte d'Ivoire ? J'ai toujours du mal à mettre des vraies dates, mais je crois que c'était entre 5 et 11 ans. 5 et 11 ans. Ouais. Et t'en gardes quoi comme souvenir ? Les meilleurs. Les meilleurs ? Et surtout, j'ai un mot pour la Côte d'Ivoire et ce que j'ai vécu là-bas, la simplicité. La simplicité. Ouais. Ça t'a appris la simplicité ? Oui, puisque avec un rien, on s'amusait vraiment. Tu t'amusais avec quoi, par exemple ? Je donne un exemple, on fabriquait des... On jouait au foot en fait, et on fabriquait des joueurs à base avec des boîtes de sardines, des capsules de bouteilles, et on avait une petite boule comme ça, et on coupait des pots de yaourt et on appuyait sur les capsules, que ça faisait déplacer les joueurs. Pour ceux qui ont connu ça, ils vont savoir de quoi je parle, et il faut savoir que c'est la simplicité même, simplicité. Comme quoi t'as bien changé. Ouais, c'est ça. Avec tous les gosses du quartier, on était là et c'était juste génial. Ça, je me rappelle de ça. Puis c'est le grand partage aussi. Hein. C'est ça, exactement. On joue avec tout le monde. On joue avec tout le monde, exactement. On est un peu en liberté, c'est pas comme ici où on est tous enfermés. Et en fait, tes parents, c'est tout le quartier. C'est tout le quartier, les tatas. C'est ça, tu fais une bêtise, tu t'en prends une par tout le monde. C'est exactement ça. Tes parents, ils ont atterri là-bas, c'était pour le boulot Alors, mes parents, ils vivaient en France et pour une histoire. Donc tu es bien né en France. Je suis né en France, tout à fait, à Montreuil exactement, mais j'ai grandi à Sarcelles. Montreuil. Et mes parents se sont séparés et mon père est retourné en Côte d'Ivoire. Et justement, ça fait bien le teaser du prochain titre, puisque en fait, je suis parti avec mon père, mais dans des conditions particulières, puisqu'il dit à ma mère qu'on part en vacances et on revient plus. Ah, d'accord. Voilà, tu vois un peu l'histoire. Il a vendu du rêve. Voilà, c'était un peu ça. Donc voilà, et donc je suis arrivé en Côte d'Ivoire par accident, on va dire. Et bon, après, je ne regrette pas. Et ce qui s'est passé entre ma mère et mon père, c'est leur histoire. Ouais, c'est leur histoire. Tu mélanges pas tout. Du tout. Donc tu en gardes de très bons souvenirs. Oui, la Côte d'Ivoire, j'en garde vraiment des très très bons souvenirs. Quel est le souvenir le plus triste de la Côte d'Ivoire que tu aies ? C'est drôle parce que c'est à la fois un bon souvenir et un mauvais. J'étais à l'école, on était parce qu'en Côte d'Ivoire, on cultive souvent le chant. Oui, l'après-midi. Exactement. J'ai connu ça. Bon, très bien. Ben voilà. J'ai eu le même cas que toi. Ben voilà, avec la daba, on faisait, on retournait la terre. Et ma mère, pendant des années, elle a tout fait pour me retrouver. Et un jour, elle arrive. Justement, on était au champ, etc. Oui. Et ma mère, elle arrive. Elle n'a même pas besoin de me dire oui, je suis ta mère. Donc je comprends que c'est ma mère. Tu comprends que c'est ta mère par le regard ou de toute façon tu l'as reconnue instinctivement? Ouais, instinctivement. Ouais. Donc c'est incroyable, ça s'explique pas en vérité. Oui, c'est pour ça que j'ai insisté. C'est ça. Et donc je la reconnais, elle n'a pas besoin de me dire oui, suis-moi.
Et donc je la suis. Donc c'est ce moment-là, en fait, parce que je sais que je vais quitter mon père, mais je retrouve ma mère. Donc vous voyez un peu le sentiment des... Donc c'est partagé, c'est la tristesse en même temps. La tristesse, en même temps de la joie de retrouver ma mère. De te dire, qui, moi, pour moi, ma mère n'existait plus en somme, quoi. Voilà. Est-ce qu'on t'avait dit qu'elle était décédée ou est-ce qu'on t'avait dit quelque chose ou tu l'as compris? J'ai pas envie de m'inventer quelque chose, mais j'avais le sentiment, en tous les cas, que c'était un sujet tabou dans tous les cas. Donc on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, donc pour moi, oui, elle était partie, quoi. D'accord. C'était une souffrance intérieure de pas en parler? Oui, je pense, parce que ça s'est vu dans mon comportement aussi, dans mon adolescence, ça a joué. Ça a joué beaucoup après. Après, ouais. Et même dans la relation avec ma mère, ça a beaucoup joué. Et je pense que j'ai dû dire à ma mère que je l'aime il y a peut-être quelques années de ça. D'accord. T'étais fermé? Ouais, totalement. Un peu fermé, t'arrivais pas fermé, solitaire, et je me gérais tout seul. Et les amis solitaires, tu dis? En Côte d'Ivoire ou maintenant? En Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, non. Parce que ma mère, je devais y penser peut-être la nuit. D'accord. Et le reste du temps, c'était la joie de vivre. La joie de vivre. Ouais. Et l'école, tu en as un petit souvenir? Ah ouais, vraiment, bah ouais. À part les chants? À part les chants, les tenues kaki. Les tenues kaki. Vas-y, raconte un peu. Les tenues kaki. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, selon il y a la primaire, etc. Et donc, lorsque tu es en primaire, si je dis pas de bêtises, donc c'est des shorts et chemises manches courtes. Lorsque tu montes de classe, c'est le pantalon et chemise manche longue. Voilà, et tout le monde est à la même enseigne parce que vous avez la même tenue. Et les cours, alors je vais peut-être faire crier des gens, il faut savoir que en Afrique, ils sont plus forts que les Européens à l'école. Ah mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que lorsque je suis revenu en France, j'avais 2 ans d'avance sur ce qu'ils apprenaient ici. Mais on t'a quand même fait redescendre une classe, non? Ouais, tout à fait. J'ai eu la même chose. Voilà, alors que j'étais beaucoup plus calée en maths surtout. Parce que tu arrives, quand tu reviens de l'Afrique, tu viens avec ton accent, donc tu as un peu revu un peu la baisse, mais au final, les profs se rendent compte que tu as une acuité intellectuelle plus importante que les autres. Mais quand même, on te fait redescendre de classe, de niveau. C'est ça. Et moi, ça, c'est un truc que je n'avais pas compris, parce que je voyais bien que j'étais plus forte que les autres, mais qu'on m'avait fait redescendre une classe. Bon, c'est le système après. C'est le système, ouais. C'est le système. Il n'y a pas de test, on dit c'est comme ça. C'est comme ça, selon ton âge, selon aussi peut-être le lieu où tu vis. Oui, d'accord. Et donc tu reviens en France, donc ta mère te retrouve. Donc est-ce qu'il y a des scènes, de ménage, pas du tout, ou elle te prend directement? Comment ça se passe? Il y a une vraie scène hollywoodienne que je raconte, c'est je me retrouve dans le coffre d'une voiture avec ma mère pour arriver à l'aéroport. Ah, donc en sortant de l'ambassade française, puisque mon père il connaissait tout le monde bien sûr. Oui. Donc il veut retrouver son fils, c'est normal. Et donc on pouvait pas aller à l'aéroport à visage découvert. Donc je me retrouve dans un coffre avec ma mère pour arriver à l'aéroport. Tu l'as pas vécu comme un enlèvement? Un déchirement plutôt? Tu vois, c'est drôle parce que j'ai jamais pensé en vérité. Vas-y. Là, tu me poses la question maintenant. Parce qu'à l'écouter comme ça, je te pose la question. Bien sûr. En fait, j'ai jamais réfléchi. Tu n'y as jamais réfléchi? Ouais, parce que moi, Le système de l'enfance, tu penses que c'était en mode autodéfense en fait et que tu as préféré jouer l'imaginaire? Je pense. Moi, j'ai dû bloquer mon cerveau à un moment donné. J'ai vécu la situation telle qu'elle était et basta en fait. Donc tu arrives à l'aéroport, ta mère, tu sors du coffre. Avec des gens d'ambassade, les passeports, les papiers, etc. Il y avait un détective privé aussi qui avait géré la situation. Ma mère avait des amis aussi en Côte d'Ivoire, donc une famille qui l'a bien géré. On peut dire que la France a aidé aussi à t'extraire. Oui, bien sûr. Elle a fait appel à l'État français. Ah oui, bien sûr, totalement. Donc tout était réglé. Ah oui, ils ont fait leur job et arrivé en France. Elle n'était pas hors la loi, c'est ce que je veux dire. Elle l'a fait. Dans tous les cas, il n'existe pas en Afrique, en tout cas, je pense pas que ça existe. Le côté juridique, parental, etc. Ça n'existe pas. Donc elle a un enfant qui est né en France, donc elle a un acte de naissance, elle a une pièce d'identité française. Donc l'ambassade était dans ses droits. C'est ça. C'est ça. Mais par contre, en Afrique, il y a aussi en Côte d'Ivoire la loi, le père. C'est le géniteur et on considère que c'est le patriarche. C'est ça. Et donc elle était, quoi qu'il en soit, elle n'a pas eu d'autre façon de faire que cette. Ah oui, de toute façon pour me récupérer, elle n'aurait pas réussi. Tu sais qu'il y a plein d'enfants dans ce cas-là. Ah oui, c'est pour ça pour moi c'est pas une histoire. C'est mon histoire, mais il y en a beaucoup qui ont vécu même pire. Il y a des mères qui ça fait 5 ans qui recherchent leur enfant, 10 ans, qui le retrouvent au bout de 10 ans. C'est un déchirement. Les enfants sont partagés, ne savent plus qui ils sont vraiment. Ils reconnaissent leur mère, mais en même temps, il y a cette autre vie, cet autre monde. Et ils sont un peu déstabilisés. C'est vraiment très dur pour les enfants. C'est dur, mais après, moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est ce que moi j'ai fait pour moi-même. C'est l'histoire de nos parents, c'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, je pense que ça commence à devenir problématique lorsqu'on commence à juger l'un ou l'autre. Exactement. Si on commence à juger l'un ou l'autre, c'est là que ça devient problématique. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Moi, j'ai jamais posé la question à mes parents. Donc toi, ton remède, ça a été de te centrer sur toi. C'est ça, exactement. Et de leur laisser leur choix. Histoire. Moi, je n'ai jamais posé de question à ma mère.
J'ai jamais posé de questions à mon père. C'est comme si j'allais les juger si je faisais. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Oui. Tu rentres en France, donc tu arrives où? Explique-nous un peu tout ça. J'arrive, il y a de la neige. Oui. Bonjour la neige. Mon premier souvenir à l'aéroport, c'est bonjour la neige. Bonjour la neige. Après, j'arrive à Sarcelles. Donc Sarcelles, c'est New York pour moi. Oui. Parce qu'il y a toutes les ethnies. C'est un autre monde. Voilà, il y a toutes les ethnies. Et donc moi j'ai juste subi le truc, quand je disais que j'étais ivoirien antillais, les personnes d'origine africaine, françaises d'origine africaine, ah non, t'es un antillais. Oui, t'es un antillais. Les antillais, ah non, t'es un africain. Voilà ce que j'ai vécu en fait, mais en vérité ça m'a beaucoup solidifié. T'as vécu ce que n'importe quel métis a subi, tout simplement. Rien d'extraordinaire en vérité. Et après à Sarcelles, Sarcelles ça a compté énormément pour moi dans mon éducation, dans ma façon de grandir. T'as un travail solide, surtout quand tu vis dans une cité sans quartier. Moi voilà, ce que je voulais savoir, moi c'est ça, t'arrives dans quel genre d'endroit? Un pavillon, un appart? Non, un appartement. Quel est ton ressenti quand t'arrives dans cette maison? Tout bascule en fait. Oui, parle-nous-en. En Côte d'Ivoire, t'es à même le sol. Là, t'es à même l'air, si je puis dire. Alors, je comprends. Ça change totalement. Après, à ce moment-là, je suis un enfant encore. Oui. Je suis même pas un adolescent. Donc, les enfants, ils s'habituent rapidement. Oui, mais tu comprends quand même que dans ta vie, ton contexte a changé. Ah ouais, totalement. Il y a une espèce de solitude intérieure. Totalement. Même au niveau du repas. Ouais. C'est pas la même chose. Par exemple, le matin, en Côte d'Ivoire, je mangeais beaucoup ce qu'on appelle de la bouillie. Oui. Bon, ça fait bizarre quand je dis ça à tous nos auditeurs, mais comment c'est bon. Et j'arrive ici, je mange et j'adorais aussi, c'est pain au beurre avec du chocolat. Oui. C'est totalement différent. Je vais prendre c'est ça parce que ça vraiment, ça exprime en fait. Ça exprime vraiment. Je mangeais un colombo, je commençais à manger du colombo que je connaissais pas. Alors qu'auparavant, je mangeais du riz au gras. Oui, c'est vrai que tu n'avais jamais connu la cuisine antillaise. Parce que j'étais trop jeune, moi en tout cas pour me rappeler. Ouais. Donc là, on va être un nouveau monde, un nouveau repas. Et je trouve que le parallèle avec le repas, c'est parfait parce que ça montre vraiment en fait mon état d'esprit à ce moment-là. Mais tu vois que tu aimes les deux. Tu vois que tu t'affilies aux deux. Je vois que j'aime les deux. Et après, ça va très vite dans la musique. Quand ma mère elle balance du compas à la maison ou de la musique antillaise. Et mon père, il écoutait énormément de Alpha Blondy ou de Joe Dassin. Moi, je me retrouve dans tout ça en fait finalement. Dans cette ambiance. Je me retrouve totalement. Et après, j'ai pris après, je me suis concentré beaucoup sur la partie anti parce que j'étais avec ma mère. C'était une façon aussi pour moi d'apprendre à la connaître. Est-ce que tu avais ce besoin? Est-ce que ta mère, le fait de retrouver ta mère, tu avais besoin de cette affiliation? Mais en tout cas, il fallait qu'on trouve un trait d'union dans notre histoire, puisqu'on en a pas eu. Donc ça a été les repas, la musique. Le câlin de l'enfant. Avec qui il était facile? Non, il n'y a pas eu. Comment ça se passait le soir? C'était mon refus. Mais il faut savoir que ma mère, elle a souffert de ne pas me voir, elle a beaucoup souffert de me faire grandir. Oui. Alors explique ça, c'est ça que je veux savoir. Alors, je te pose des questions. Ouais, bien sûr. L'idée, c'est que impossible pour moi d'apprécier les émotions que j'avais, parce que j'avais beaucoup d'émotions pour ma mère, mais impossible de lui en donner. De lui ressortir. Impossible. Un blocage. Et elle aussi, c'était la même chose. Ouais. Même elle a tenté, mais c'était impossible. Donc on a une relation très conflictuelle. Mais je lui ai jamais dit oui, pourquoi tu m'as ramené d'Afrique. Ça n'a jamais été ça le sujet. Mais est-ce que tu penses pas que c'est à cause on pourrait dire que c'est à cause des non-dits? C'est exactement ça. Mais bien sûr, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je sais. Parce qu'on grandit avec le non. Exactement. Pour ça, tout à l'heure, je disais tout à l'heure que j'ai jamais su dire je t'aime à ma mère. Il y a quelques temps de ça, vraiment plus tard. Et le soir, dans ton lit, une fois que tu étais seule avec toi-même, tes pensées, tu penses tout le temps à ton père? Non. Ou pas du tout? T'as zappé complètement? Quand je pose ma tête, je dors tout de suite. Ah, tu veux pas réfléchir? Ouais, mais je pense que mon corps, il s'est programmé ainsi. Parce que c'est vrai que même actuellement, lorsque je me couche, je dors. Il n'y a pas de réflexion à quoi que ce soit. D'accord, t'es parti quoi. Je pense que c'est une barrière. Je pense que mon corps, il a créé sa barrière. Et du coup, pour avec les meufs, c'est top ça. Non, mais c'est vrai. Pour oublier? Bah ouais. C'est quoi, ta fille, t'en en rigoles, mais c'est vrai en plus ce que tu viens de dire. Parce que si je regarde ma vie amoureuse, il y a peut-être que 3 femmes qui m'ont peut-être piqué vraiment. Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que j'étais capable de rompre avec toi et passer à autre chose rapidement. Et ça va me créer le problème parce que je passais pour un mec un peu... ça crée beaucoup de problèmes. Passer pour un mec un peu dur comme ça, un peu bizarre quoi. D'arriver à le faire pour son sang. C'est ça. Mais attention, je dis aux auditeurs, c'est très dangereux ça. Puisque je me rends compte de ce que je suis aujourd'hui. Tout à l'heure, tu parlais de compassion, justement, etc. Moi, j'ai énormément de mal sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on en parle. Ouais, j'ai énormément de mal sur ce sujet. J'ai du mal à comprendre que les gens, ils se bloquent dans leur tristesse. Et je sais que c'est pas bien. Ah, tu vois, ta fille.
Ah, mais clairement. Il y a des similitudes, hein. Ouais. Et je sais que c'est pas bien, mais moi j'ai du mal avec ça. Ouais. Ouais. Tu penses que quand on veut, on peut tout. Ah ouais, totalement. Sortez couvert. Sortez couvert. Exactement. Il n'y a pas de fausse excuse. Il n'y a pas de fausse excuse pour moi, mais je pense que j'ai tort sur ce sujet. Je donne un exemple, moi, la mort, pour moi. Souvent, j'en parle de temps en temps, j'en parle avec ma maman, je dis, ouais, maman, tu vas bientôt partir un jour, c'est sûr. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Et moi, je lui dis, sache que j'espère que toutes les personnes qui vont venir à ton enterrement, ils vont pas pleurer inutilement, sinon je les mets dehors. Rappelez-vous plus de la joie quand tu étais là qu'autre chose. Moi, c'est ce que je leur dis. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Je sais que je vais pleurer, hein, faut pas se voiler la face, c'est humain. C'est la maman. Alors, on revient, t'es avec ta mère, donc il y a cette espèce de froideur, de non-dit, de barrière. Ouais. Est-ce que tu compenses à l'école ? On t'inscrit à l'école, tu vas à l'école. Est-ce que tu compenses d'une manière ou d'une autre à l'école ? Parce qu'il y a une barrière. Moi, non. Je pense que j'ai compensé beaucoup avec les femmes. Non, je te parle petit. Petit. Ouais. Plus jeune. Je te parle du moment où elle t'a récupéré. Ouais, je comprends. Tu vas à l'école, il y a une espèce de barrière. Le soir, quand tu te couches, tu dors, tu penses à rien. Il y a cette barrière qui est toujours présente. Tu vas à l'école. Comment ça se passe ? Alors à l'école, en fait, là on va vraiment rentrer un peu dans mon esprit parce que un petit peu. Je suis dans l'analyse. Crache ton venin. Ouais, exactement. De 11h à 13h. Je suis beaucoup dans l'analyse et ce dont je vais te parler, les gens ils appellent ça du. Tu sais, quand tu essaies de contrôler les gens, là, on appelle ça du. Contrôle, ouais. Non. Il y a un autre terme, j'ai oublié le terme. En fait, moi. Un terme narcissique quand même. Non, je suis peut-être à mon avis, je suis peut-être arrivé à là. Mais en fait, moi, je regardais beaucoup ce qui se passait et je cherchais les défauts des gens. Je cherchais les défauts des gens parce que comme je me sentais un peu inférieur à eux puisque eux ils étaient là, etc., donc je trouvais leur faille je trouvais leur faille et j'ai compris qu'en vérité la faille la plus importante c'est l'intellect. Exactement. Et donc j'ai voulu m'avancer par rapport à eux en lisant des choses qui ne me correspondaient pas du tout à mon âge. Par exemple du Malcolm X ne correspondait pas du tout à mon âge, des choses qui allaient dans ce sens là parce que je me disais pour être fort il faut que je sois intellectuellement au-dessus d'eux. C'était ça ma pensée. Mais pas tout petit, Malcolm X, c'est beaucoup plus tard, vers l'adolescence. C'est un peu plus tard, mais là je te parle dans les alentours de 11-12 ans. 11-12 ans, j'étais déjà dans cet état d'esprit-là. Tu lisais déjà du Malcolm X ? Non, ça c'était plus tard, mais j'étais déjà dans le fait de pouvoir regarder quel est le défaut des gens, essayer de, entre parenthèses, rabaisser les gens intellectuellement. J'étais déjà dans cette idée-là, parce que je me sentais en souffrance. Oui, Et c'était ton moyen de te mettre au niveau. Exactement, c'était ma façon à moi de me protéger. Est-ce que tu avais beaucoup d'amis ? Alors après, il faut trouver la définition d'amis. Est-ce que tu avais quelqu'un avec qui tu restais souvent ? En fait, je me rends compte. Ou est-ce que tu étais dans un groupe et que tu t'attachais à personne ? C'était un groupe parce que regarde, à Sarcelles, il y a différents quartiers et j'avais des amis dans différents quartiers. Il n'y avait pas le pote avec qui on était toujours ensemble. D'accord. Non. Donc tu étais dans un groupe et tu t'attachais finalement à personne. Tu n'avais pas d'attache. C'est ça. Tu pouvais aller de l'un à l'autre, comme avec les femmes un peu plus tard. Exactement, et c'est pour ça que je connais très très bien l'Île-de-France, parce que je traînais partout dans tous les quartiers chauds de l'Île-de-France. Parle-nous de ça un peu, les quartiers chauds de l'Île-de-France. Les quartiers chauds de l'Île-de-France, en fait, c'est qu'à un moment donné, j'avais un rêve fou, qui était n'importe quoi, c'est que je voulais rentrer dans la voyoucratie. Vas-y, explique, à cause des films ? Putain, et tu finis à faire du R&B. Ah ouais. Non, même pas. Du zouk. Non, du zouk. T'imagines ça ? Du zouk, ouais. Ceux qui m'ont connu dans. C'est vrai, R&B, c'est vrai. Non, mais ceux qui m'ont connu à cette époque-là, et quand ils savent que je fais du zouk, ils se foutent de ma gueule, quoi. Ils me disent, toi ? Bref. Pour revenir sur le terme de la voyoucratie, c'était. Je crois que j'ai fait le mouton à cette époque-là, puisque Sarcelles était dans une sorte d'émergence de rivalité. Sarcelles brillait sur tous les quartiers à l'époque, et je suis rentré dans ça. Il faut savoir, quand tu sors de Sarcelles, tu vas dans d'autres quartiers, malgré toi, tu dois représenter ta ville. Là, je te parle à l'époque. Oui. C'était obligatoire. C'est-à-dire, on ne pouvait pas venir te dire merde sans que tu répondes triplement merde. Voilà, je crois que ça démarrait comme ça. Personne ne voulait baisser son front. Exactement. Et surtout quand tu venais de Sarcelles, tu ne pouvais pas te permettre. Est-ce que tu participais à des bagarres comme les autres ? Malheureusement, oui. C'est pour ça que tu dis que tu faisais le mouton, tu suivais ? Ouais, j'ai suivi pendant un moment. Mais après, sauf que moi, ça allait un peu trop loin, parce que j'ai rencontré des gens qui étaient dans ce domaine-là, qui m'ont appris certaines ficelles de dans le voyouisme, parenthèse métier en parenthèse, exactement. Et donc dans ma vie, j'ai vécu comme, tu sais, dans un sas, quand tu rentres dans une banque. Oui. Il y avait les deux côtés. Est-ce qu'il y avait un côté vie équilibrée et l'autre côté un peu plus sombre. Un peu comme le bien et le mal. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai vécu pendant longtemps dans un sas. Oui. Ouais. Et les livres, tu disais que tu t'intéressais à divers littératures. Est-ce que ça t'a aidé à faire la part des choses ? Ça m'a aidé surtout à être plus sournois.
constructive. Ouais, et sournois parce qu'en vérité, j'ai très vite compris comment l'humain fonctionnait. Ouais. Qu'est-ce que tu as compris vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis de ces groupes avec qui tu donne un exemple. J'ai organisé un match de foot au quartier. J'ai demandé de l'argent à ma mère, j'ai acheté la coupe, j'ai acheté des médailles. Ça devait coûter peut-être à l'époque quelques francs. Et donc moi j'ai fait payer la participation à ceux qui voulaient participer à ce match de foot. Il doit y avoir une dizaine d'équipes. Et j'ai dû faire un bénéfice x2 de mon investissement. Ah oui, tu étais déjà... Voilà dans quel état d'esprit j'étais, si tu veux comprendre. Ça, c'est vraiment l'exemple qui résume la chose. Et tu as continué pendant longtemps à être dans cet état d'esprit ? Ouais, malheureusement. Jusqu'à quand, à peu près ? Ouais, pendant longtemps, je crois peut-être avant, peut-être même après que j'ai eu ma première fille en 2001, mais sauf que je le faisais beaucoup moins, parce qu'il faut savoir que quand tu veux soi-disant être dans la voyoucratie, tu peux pas avoir une vie normale. Tu peux pas avoir une vie saine. C'est pas possible. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Faire un choix. C'est pas vrai. Et donc en fait, j'ai pas vraiment fait le choix. J'ai juste utilisé ce que j'ai connu de cette période-là pour faire ma vie au quotidien. Pour arriver à ce que c'est ça, exactement. Et l'adolescence, donc c'est les bandes rivales, c'est tout ça. Moi, mon adolescence, pas beaucoup, dans le sens où je faisais... Explique. Bang bang dans les caves. Non, même pas, je faisais on appelle ça du business administratif. D'accord. Voilà, explique-nous, tu faisais du business administratif. Je peux pas l'expliquer, j'ai pas le droit. Ah d'accord. Je peux pas l'expliquer. C'est un état d'esprit un peu ouais, je peux pas l'expliquer, c'est business administratif, tout ce qui tourne autour des banques, autour des trucs, etc. Et bon, ça c'était ton côté voyou encore. Ouais, malheureusement. On va l'expliquer comme mais c'est une période où la musique a eu beaucoup d'importance pour moi dans ma vie, dans cette période d'adolescence, parce que j'ai commencé à fréquenter beaucoup de communautés, notamment la communauté congolaise. Oui. Et pendant des années, j'étais énormément dedans. Donc la musique a pris le pas, la danse a pris le pas. Pourquoi la communauté congolaise ? Je sais pas. En fait, une attirance Alors j'ai un pote qui s'appelle Bruno, dédicace à lui, et c'est par lui en fait je suis rentré dans ça, et je pense que c'est ce genre de personnes qui m'ont permis de sortir de ce qu'on parlait tout à l'heure. Parce qu'avec lui je suis rentré dans la danse, on sortait beaucoup. Tu penses que tu as extériorisé grâce à tout ça ? En fait, je crois que lui, pour moi, je l'ai pris comme un grand frère. Pour une fois, tu as pris une référence ? Ouais, pour une fois, j'ai pris une référence, parce qu'il était carré dans son discours, dans sa façon d'être, etc. Est-ce que ça veut dire que tu as besoin de gens pour te sentir à l'aise, carrés autour de toi ? En tout cas... Ou est-ce que tu ressens les gens qui ne sont pas carrés ? Moi, c'est vrai que j'aime peut-être trop la carré attitude, ouais, tout à fait. Tu ressens quand quelqu'un n'est pas carré ? Ouais, je ressens vite. Ça t'a permis d'éveiller tes sens, ton mode de vie. Tu sais, ce que j'ai développé à l'âge de 11-12 ans, ça continue aujourd'hui. Et tu la ressens comment, Koro ? Koro ? Écoute, regarde là. Regarde ses mains. Et ça symbolise quoi ? Ça symbolise quoi, d'après toi ? D'être carré ? Elle est dans son personnage totalement, là. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc les groupes, tout ça, l'adolescence, les femmes. Parce que les femmes souvent, déjà il y a une froideur entre toi et ta mère. Ouais. Est-ce que quand arrive l'adolescence, comment je pourrais te dire ça ? Quand tu commences à avoir de l'attirance pour quelqu'un, est-ce que le sentiment parle ou est-ce que c'est la bestialité qui parle ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une jeune femme que j'ai beaucoup aimée quand j'étais dans cette adolescence-là. C'est très mal passé. Et là, la porte que j'avais commencé à ouvrir s'est refermée. Et donc je suis devenu très froid avec les femmes, c'est dans le sens où j'étais très direct. Ça veut dire que si c'était pour ça, je lui disais. Ça s'est très mal passé, elle n'a pas ouvert son cœur ? Non, ça s'est mal fini, une histoire d'amour comme une autre en fait. Mais ça avait bien commencé. Ça avait bien commencé. Quand ça avait commencé au début, est-ce que tu te livrais facilement ou pas du tout ? Totalement, avec cette femme-là, je me suis livré. Okay. Chose que je faisais pas. Donc, totalement, exactement. Ça a fini, ça s'est très mal fini. Ça s'est très mal fini, j'ai terminé au stade à Sarcelles à courir toute la nuit autour du stade, tellement que j'étais pas bien. Donc, est-ce qu'on peut... Je me rappelle. Est-ce qu'on peut considérer que tu as été amoureux ? Est-ce que j'étais amoureux ? Ouais. Oui, j'étais amoureux. Oui, cette femme-là, j'étais amoureux. Et après, c'était très compliqué d'être amoureux. D'accord. Après, tu as pu faire confiance. Ouais, c'est ça. Ouais. Où j'ai décidé d'être moins gentil. Est-ce que ça n'a pas été une référence aussi ? Est-ce que tu penses, maintenant, aujourd'hui, quand tu analyses, que le rapport qu'il y a eu entre ton père et ta mère, finalement, et ta déception ont créé... oui, totalement. L'histoire que j'ai vécue fait ce que je suis aujourd'hui, totalement. Par rapport à l'amour ? Ah oui, je pense aussi que ça a dû jouer. Ouais, je pense. Bon. Après, j'ai pas réfléchi, j'ai vite réfléchi à ce genre de choses, mais je pense que ça a joué. D'accord. Tu as commencé à écrire tes textes vers quel âge ? J'ai commencé la musique à 20 ans. Oui. À 20 ans. J'étais encore entre
T'étais encore avec tes... J'étais encore dans le SAS. Ouais, j'étais encore dans le SAS. Mais quand même influencé par ton ami congolais. Ouais, exactement. Tu te sortais de ce SAS. Ouais, exactement. Pour ça que j'arrivais à ne pas être tout le temps dedans. Mais il faut savoir que moi, ma musique, je l'ai, comment on dit ça, je l'ai investi, enfin financièrement, ce que j'ai investi, c'est ce que je faisais avant, qui m'a permis de j'ai bien compris. Payer les studios et tout ça. Je trouve que c'est bien de cracher. C'est bien parce que souvent je reçois des invités et toi tu le dis spontanément. Ah oui, totalement. Et j'essaye d'avoir ce résultat-là et tout le monde ne l'avoue pas. Mais en fait, des fois, je le dis souvent, on n'a pas vraiment le choix. C'est facile de juger l'autrui, mais quand tu te trouves dans certaines situations et que tu dis je veux évoluer, des fois tu prends ce que tu as sous la main. Tout à fait. Et les gens ont du mal à le comprendre. Donc, 20 ans, tu as commencé. T'as écrit tout de suite ou non? Oui, j'ai essayé d'écrire en tous les cas. Et moi, on a commencé en duo avec un pote à moi qui s'appelle Frito, un haïtien. Pour te dire que vraiment, je me mélangeais à tout le monde. Oui, c'est bien, j'ai toujours aimé ça, me mélanger à tout le monde. Et donc, avec ce pote-là, on décide, parce qu'on aime le zouk, en fait, on aime le zouk. On allait énormément en soirée. Et notamment, lui, c'était un gars de Beson, comme je dis, je traînais partout, un mec de Beson à côté d'Argenteuil, et donc on a se dit tiens, là on est au lycée à cette période-là, et on décide de faire ce qu'on appelait à l'époque Hold Up Zouk, notre groupe, et on lance on va en studio, on paye nos studios, et après on signe dans une des plus grandes maisons de production à l'époque de Zouk, qui était Moradisc. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que tu as été influencé par des gens comme Elisio ou même pas? Elisio, il est pas loin de mon âge, donc moi j'ai plutôt été influencé par des gens comme Nichols, comme Ludo. Ouais, Ludo qui a sorti un nouvel album là, en plus. Big up à lui. C'est ces gens-là qui t'ont influencé? Ouais, en tout cas dans la voice, c'est eux qui m'ont influencé. En fait, le zouk a fait de moi un chanteur, et le R&B, la soul a fait de moi un artiste. Tu te retrouvais plus dans le zouk en tant que chanteur, pourquoi? Parce que ça chante beaucoup l'amour? Même pas, parce que j'aimais le danser. Moi j'aimais bien la vibes, j'aimais beaucoup ça. D'accord. Ouais. Ça n'avait rien à voir avec le fait que les textes souvent sont assez love et que ça avait rien à voir avec tu peux pas exprimer dans la vie. Mais non, ça avait rien à voir avec l'amour. Comment ça se passe avec ta mère au moment où justement tu es au lycée comme tu dis, tu décides d'aller à droite à gauche? Comment ça se passe ce rapport-là? Ta mère le vit bien? Quand je sors, etc. Ma mère, ça a été mon gilet pare-balles. Vas-y, explique. Elle a toujours deviné quand ça allait mal se passer. Elle est instinctive. Mais de fou. Elle a toujours su quand ça allait mal se passer, donc à des moments ça a été très violent verbalement avec elle. Elle m'a empêché de sortir, elle m'a empêché de rencontrer telle personne, d'emmener telle personne à la maison, etc. Donc tu peux dire que ta mère, elle te connaissait par cœur en fait. Mon Dieu. T'as eu d'autres frères et sœurs? Avec ma mère, n'en a pas. Elle s'est consacrée à toi. Ah, totalement. Ça a été avec tout ce qu'elle a vécu. On peut dire que ça a été une lionne. J'ai été son sacerdoce, on peut dire. Totalement. Est-ce que tu considères ta mère comme une lionne? Symboliquement. Moi, je considère ma mère comme une héroïne, en fait. Comme une héroïne, okay. C'est beau parce que tout à l'heure, quand tu nous en parlais, on aurait pu penser que, tu vois, il y avait j'avais un peu de... C'est pour ça que je te fais parler. Pas du tout, tu la vois comme une lionne. Ah, tout à fait. C'est marrant parce que comme moi, avec mon père, beaucoup plus tard. Et beaucoup plus tard. D'accord. Et donc moi, ça arrivera peut-être un jour de penser de... Voilà. En tout cas, chers auditeurs, je vous le rappelle, il est 11h30, vous êtes sur IRM.radio, Crash ton venin. Ouais, donc tu pars avec tes potes, vous allez à l'aventure, tu commences le zouk. C'est ça. Parmi tes premiers, t'as dû te mettre en avant, tes concerts et tout, tes premières... j'ai fait le beau. Hein. Vas-y, raconte. Faut savoir qu'à cette époque-là, plus que le zouk, c'était encore à son firmament, même s'il continue à l'être, mais il était à son firmament, donc c'était plus facile que maintenant. Et donc c'est quoi qui était plus facile pour ceux qui connaissent pas? Pour ceux qui connaissent pas, c'est là qu'il y a plus de... on peut faire plus de scènes, il y a plus de possibilités d'être connu. D'accord. C'était ça. C'était beaucoup plus simple, on peut aller partout. C'est ça passe partout. T'étais un jeune artiste, c'était moins compliqué que maintenant. Dans le zouk, je parle. D'accord. Est-ce que tu as fait beaucoup de concerts? Comment tu as fait au début? Tu nous as expliqué que tu t'es lancé, et avec quel argent tu t'es lancé? Ouais, c'est ça. Mais explique-moi. C'est une aventure qui a duré 2 ans. Donc, premier album signé chez Moradisc, tout se passe bien, etc. On fait un deuxième album avec mon pote. Finalement, on ne sort pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, j'écoute, je sais pas comment je découvre ce morceau de Marvin Gaye. D'accord. Si, je sais, c'est en regardant les émissions MTV Rap. Je regardais MTV et notamment l'émission Yo MTV Rap, et là je découvre un autre univers musical totalement, même si je connaissais un peu, mais je tombe dessus. Tu tombes sous le charme. Je tombe totalement sous le charme, et en même temps je découvre Aerosmith, je découvre Björk, Björk qui m'a fasciné par ses vidéos, et je le suis toujours. Quand j'en parle, je me regarde comme ça, je dis Björk, faut savoir que
C'est waouh, c'est juste waouh, Björk. Et je tombe sur ce genre de choses et je me dis, ouais, non, j'ai envie de faire ça. Tu veux faire mieux. J'ai envie de faire ça. Le côté perfectionniste. Exactement. Dire non. Et j'ai envie de faire ça. Et je me dis, j'ai envie de faire ça. Et surtout, tu te dis, je peux le faire. Mais moi, j'étais sûr de moi. Ouais, non, mais sur ça, j'insiste. Ah ouais, moi j'étais sûr de moi. Narcissique à un point pas possible. Moi, j'étais sûr de moi que je pouvais le faire et je pouvais le faire mieux. Narcissique plus confiance en moi. Ouais, mais en tout cas, moi, c'est ça, j'étais sûr de moi. Alors, ton ami te suit, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Parce que lui, il a ses projets aussi. Finalement, il a ses projets aussi, ça aboutit pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand on est deux. Quand on est deux et qu'il y en a un qui est inspiré d'un coup, boum, qui tombe sur le champ de quelque chose, qui dit moi je sens que c'est ça. Et que l'autre, on s'est connus, on était inspiré par autre chose. Est-ce qu'il peut y avoir des clashs? Avec Monsieur Gédéon Frito, impossible. C'est un mec, une crème. C'est impossible. Donc tu dis qu'il faut trouver la bonne personne. Oui, je pense. Et lui expliquer ton point de vue. Ouais. Après, qu'on l'accepte ou pas, il faut savoir que dans tous les groupes, qu'on soit 2, 3, 4, 5, il y a toujours un dominant. Ça, il faut l'accepter. Et oui, accepte-le, Coro. Accepte-le. Il y a toujours un dominant. T'es pas prêt de me dominer. Ouh là là. Donc voilà, tu vois, c'est ça, il y a toujours un dominant. Mais Frito, c'était le... Pour moi, c'était le baobab de notre village, en vérité. Mais tu sais le reconnaître. Ouais, ah oui, totalement. Donc ça veut dire que tu avais confiance en toi et que tu n'étais pas si narcissique que ça. Ouais, parce que moi, je sais reconnaître les talents des autres, en tout cas. Tu sais te remettre en question? Totalement. Est-ce que quand on est à deux, on doit beaucoup se remettre en question? Cette époque est un peu loin, mais... Non, pour les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, des jeunes qui commencent, qui commencent, qui se mettent à deux, à trois. Ah ouais, il faut se remettre un peu. Moi, je suis là pour faire dire les bien choses. Sûr. Il faut se remettre en question tous les jours. Parce que dans tous les cas, quand on fait les gens pensent qu'on fait de la musique et c'est tout, mais en fait, parce que ta vie privée, ta musique, sont liées totalement, comme ça. Donc tu peux pas faire ça, c'est impossible. Tu peux pas dire. Ça veut dire que si dans ta vie privée ça va pas, dans ta musique il va avoir une incidence à un moment donné. Ça jouera. Ça va jouer. Moi je vois mes couples, ma musique, j'ai toujours mis en avant, ça a beaucoup joué. D'accord. Et avec les gens qui t'entourent aussi, est-ce qu'il y a les relations de confiance ou alors est-ce qu'il faut faire des contrats? Explique-nous un peu quand on est en groupe, comment ça se passe? Alors à l'époque, il n'y avait pas de contrat. Avec Mais au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, oui, je le conseille à tout le monde, bien sûr. Comme maintenant, tu as avancé. Bien sûr. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, il faut savoir qu'on a Internet. Voilà. Je répète ça à mes enfants tous les jours. Il y a Internet. Sur Internet, on a toutes les informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne comprends pas les artistes qui arrivent, comment ils peuvent se faire avoir. C'est pas possible. Il y a tout sur Internet. Enfin, si, je sais pourquoi ils se font avoir, parce qu'intellectuellement, ils se boostent pas. Je sais. Mais aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Il y a tout. Il faut savoir que lorsqu'on parle de contrat et que tu as un interlocuteur en face de toi qui bégaye, va-t'en. Ouais, méfie-toi. Ça, c'est le conseil que tu as donné. Bien sûr, va-t'en. Si c'est un vrai professionnel de la musique, ou il fait ça par passion, ou c'est un pro, pour lui, il se dit, on parle de contrat, c'est très bien au contraire. Si ça bégaye, va-t'en. Ouais. Voilà mon conseil. Est-ce que tu penses qu'il faut signer avec des grands ou qu'il faut travailler avec des petits labels ou en indépendant? Non, c'est la vie qui doit décider. Il faut travailler à l'instinct. À l'instinct. C'est important l'instinct. Suivre son instinct. Ouais, il faut travailler à l'instinct. Je vais m'écouter alors je me casse. Après, ça dépend ce que tu... Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont faire de la musique pour être une star et gagner de l'argent. Oui, à part Crash. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui veulent ça. Moi, il faut savoir que j'ai refusé de signer à l'époque en 2000 c'était quoi c'était quand le truc, la Star Academy? Je crois que c'était en 2015. 2015, moi j'ai refusé de signer un contrat chez... je sais pas, c'était un gros label. C'était un gros label, j'ai pas signé parce que j'avais de l'argent. Oui. C'est ce que je répète aux gens à chaque fois. J'avais l'argent en tout cas qui me convenait. Pour vivre. Je gérais très bien ma musique. Tu préférais rester indépendant. Chanter au Zénith, c'était pas je rêvais pas d'aller chanter, de faire un Zénith ou un Bercy. Et j'ai fait, je pense qu'on va en parler, j'ai fait pendant 10 ans, j'étais dans un groupe qui s'appelle Sonalaita. C'était magnifique, quoi. Parle-nous de ce groupe, justement. Ouais, et donc cette fameuse évolution dont je te parlais, où j'ai arrêté, mis en pause le zouk, où j'ai mis beaucoup d'annonces pour travailler dans des groupes, donc j'ai rencontré 1, 2, 3 groupes, j'ai fait du casting, mon chant était pas bon, j'ai compris. Pourquoi? Tu l'as pas entendu dans la musique tout à l'heure? Ton chant était pas bon. J'étais pas encore prêt. Vocalement, moi je pensais que j'étais prêt, j'étais pas prêt. Je chantais avec des musiciens ou je chantais sur une bande, ça n'a rien à voir.
Et donc, j'ai jamais... Mais explique-nous ça, parce que bien sûr. je te fais sur des points parce que les gens, ils comprennent pas tout. J'ai jamais pris de cours de chant. Oui. Même quand je chantais du zouk, ma voix n'était pas encore mûre. Et j'écoute du sexual healing, j'écoute du R&B, je crois que je suis arrivé. Ta voix était pas mûre, elle était trop grave, elle était pas Non, elle était pas mûre dans le sens où il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des notes bleues. C'est ni faux, ni juste. Tempo, maîtrisais pas. Est-ce que tu avais une bonne oreille? J'avais déjà une bonne oreille, c'est-à-dire que j'étais capable de reconnaître les mélodies, etc. Mais tout ça, je l'ai réussi à devenir bon en rencontrant des groupes qui m'ont jeté, ils m'ont dit ouais c'est pas bon, en faisant des castings avec des groupes qui sont pas bons, et jusqu'à que je rencontre la Suna Laïta. Donc ça veut dire quelque chose de très important, tu viens de dire quelque chose de très important. C'est que tu as commencé à, une fois que tu as rencontré les bonnes personnes, tu as commencé à te juger déjà, à savoir ce que tu vas aller ou pas, à te remettre en question et apprendre sur le tas. Et ne pas, tu n'as pas eu peur des déceptions. Ah, non, et quand tu as refusé, tu as toujours essayé d'essayer d'arranger la chose. Tout à fait. Donc c'est bien pour les jeunes de le dire. J'ai fait une, deux, trois. Faut pas s'arrêter à la première déception. Non, surtout pas. Et c'est avec la Suna Laïta où j'ai appris à gérer des musiciens en disant au bassiste je veux que tu me joues ça, ne connaissant pas les notes. Je veux que tu me joues ça. Dire au batteur, je veux plutôt une rythmique funk. T'as appris sur le tas en fait. Pardon ? Tu t'es un touche à tout, t'as appris sur le tas. J'ai vraiment appris sur le tas, vraiment. Et c'est là où, pendant ces 10 années, un peu avant eux, mais surtout avec eux, où je me suis perfectionné. Tu t'es perfectionné. Tu t'es senti à l'aise dans ce groupe ? Ah ouais, c'était une deuxième famille. Une deuxième famille. Ouais. Et donc quand ça s'est arrêté, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Une deuxième famille, pourquoi ? Les gens, ils étaient plutôt ouverts, il n'y avait pas de concurrence ? Non, c'était pas ça. Il n'y avait pas de jalousie ? Il n'y a pas de jalousie. J'ai rencontré des gens qui aimaient la musique. Vraiment, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Vince, qui a une plume incroyable. Il m'a fait découvrir des trucs dans une façon d'écrire incroyable. Des musiciens de fou, notamment un pianiste qui s'appelle Tony. Incroyable. Ils m'ont fait kiffer tout ce que je cherchais dans la musique. Il y avait personne qui voulait se mettre plus en avant que l'autre, non ? Donc c'était équitable. Il y avait peut-être que moi qui voulais me mettre plus en avant avec ma voix, parce que j'avais beaucoup de chanteurs dans les aigus et que ça dans les graves, mais tout le reste c'était des gens. Mais tu voulais te mettre en avant, c'était volontaire ? Non, c'était juste que c'est mon côté un peu star, on va dire en parenthèse, j'aimerais bien me mettre en avant, tout simplement. Un peu star. Ouais, un peu star, ouais. Mais c'est bien de le dire, c'est bien. Ah bah oui, c'est ça. Mais ça, en général, ça n'est pas aussi le fait d'être le seul enfant. En général, le fait d'être seul enfant, t'as l'impression... Je la connais, celle-là. Après, je sais pas, c'est... En fait, moi, j'ai pas grandi comme ça. C'est le côté où t'as tout ce que tu veux. Ouais, donc hors sujet. Maman, elle pouvait pas de toute façon. Donc, maman, ça avait l'air d'être mignonne. Ouais, moi j'ai pas grandi comme ça. Ma mère partait à 7h du matin. Elle avait déjà préparé mon repas pour le midi, parce que j'étais juste à côté de l'école, et elle rentrait à 22h. D'accord. Toute la journée, j'étais tout seul. Une fois de plus, je tape à côté. Mais ça arrive, je sais de quoi tu parles, mais non, j'ai pas grandi comme ça. Donc tu quittes le groupe ? Non, le groupe s'arrête malheureusement. Pourquoi ? Parce que, alors ça c'est important ce que je veux dire pour les groupes. Crash. Si tout le monde ne tire pas dans le même sens, à un moment donné c'est sûr que ça va s'effriter. Je m'explique. Avec Vince et quelques musiciens, nous on voulait aller plus loin. Aller plus loin, c'est justement aller conquérir des grosses scènes. Et donc pour ça il y avait une marche à suivre, c'est-à-dire qu'il fallait rentrer dans le moule. Pas vraiment rentrer dans le moule, mais il fallait créer de la visibilité autour de nous. Ça veut dire qu'il fallait aller sur les réseaux sociaux, il fallait faire de la radio, il fallait faire il fallait quand même respecter quelques codes liés à la musique. Et à un moment donné, on s'est dit, les gars, voilà, on a un vrai produit entre les mains, il y a un vrai intérêt du public. Est-ce que vous êtes prêts à un moment donné à arrêter votre job pour qu'on fasse que ça ? Et donc, on était 9 dans le groupe, et plus de la moitié n'était pas prêt à arrêter son travail pour faire que de la musique. Ils n'avaient pas confiance, ils avaient un travail stable. Ouais, ils avaient un travail stable. La peur aussi. C'est aussi. En fait, tu dirais que pour les groupes, il faut vraiment savoir ce qu'on veut depuis le départ. Ouais, je crois que c'est important. Il faut se fixer jusqu'où on veut aller et dire dès le départ très franchement. Ouais, c'est très important. Ou bien se dire, on verra ce qui se passe demain. Il y en a qui aiment bien faire comme ça. J'ai du mal, moi, mais après, c'est un choix. Donc, tu l'as vécu comment ça ? Ah ouais, c'était dur. La Suna Laïta, c'était vraiment dur parce que... Comme j'ai dit, j'ai 10 ans de ma vie avec eux quand même. 10 ans. C'est pas rien. C'était dur quand même d'arrêter la Suna Laïta. Pour te dire, dans mes concerts, il y a un titre que je reprends de la Suna Laïta, tu vois, en acoustique. C'était un groupe que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Et comment ça s'est arrêté, c'était difficile parce qu'on avait fait un dîner où on devait tous en parler de ça et que... tu sais, dans les réunions de famille, il y a toujours, toi, t'as pas fait ça, les toi, reproches t'es comme ça, toi, t'es comme ça. Des reproches qui nous ont pas permis de
C'est pour ça que je te parlais de ça tout à l'heure. Quand je te parlais dans un groupe, tout à l'heure, on revient en arrière. Tout à fait. Je te disais, est-ce que c'est facile? Est-ce que les égos? Est-ce qu'il y a des on-dit, des non-dits? Là, il y a eu du clash. Donc en fait, au début, tout à l'heure, tu nous as dit que ça se passait très bien. Finalement, en parlant de Hold Up Zouk et Sunalita, c'était encore autre chose, tout à fait. On voit à la fin qu'au final, dans un groupe, il y a toujours des idées différentes. C'est ça. Les gens sont différents de toute façon. En fait, un groupe, c'est comme une vie de famille, une famille ou une vie avec des amis. Il peut avoir des non-dits parce que t'as pas tiré la chasse d'eau, donc tu fais pas la vaisselle. On te le dit pas sur le coup, mais le jour qu'il y a un truc, toi ferme ta bouche, t'as pas fait la vaisselle il y a samedi, il y a un an. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tu veux dire des accumulations de non-dits en fait. Et c'est parti en vrille. On en revient toujours aux non-dits, comme quand je parlais de toi tout petit ou avec ta mère, il y avait des non-dits. Exactement. Qui ont fait cette barrière, cette barrière. Plus tard dans le groupe, on retrouve la même chose, c'est non-dit. Exactement. Alors on pourrait dire que vaut mieux communiquer, c'est beaucoup plus simple. Et donc moi j'ai grandi avec ce genre de choses où c'est vrai qu'après j'ai pris très rapidement, j'ai toujours dit ce que je pensais, que ça plaise ou pas. Oui, que ça. Donc finalement, l'avis des autres, tant que tu as quelque chose à dire, tu le dis. Je le dis. On pourrait dire que tu as un tempérament fort. Ouais, peut-être. Après, je sais pas si c'est un tempérament fort, mais en tout cas, moi, je dis, voilà, que je veux dire, je le dis. Dans un groupe, il y a toujours un dominant et un dominé. On peut dire que tu es dominant. Oui, je me considère comme dominant, exact. Mais attention, un dominant avec des preuves. Tu sais, il y a des dominants qui aboient. Moi, je suis un dominant, quand je te dis un truc, je te dis, voilà, tiens. Pour moi, le contraire. T'as mis tes bases. C'est moi le dominant avec des preuves. Et toi, tu aboies, Corou. Toi, tu aboies. Donc, il y a cette souffrance. Qu'est-ce que tu fais? T'arrives, tu te lances dans quoi? Vas-y. Après la Sunalita, oui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en parallèle. Tu rebondis comment? En parallèle de la Sunalita, j'ai toujours fait des choses un peu à côté. D'accord, musicalement. La Sunalita s'arrête. Et donc là, je me dis, ok. Je regarde un peu l'univers du zouk. Je me dis, tiens, je vais peut-être revenir, mais en essayant de créer un truc. En essayant de créer un truc. Et donc là, je reviens dans le zouk, déjà avec un blaze John Doe qui est pas commun. Oui, j'allais te poser la question. Ouais, c'est-à-dire il y a un film que... Ouais, tout à fait. En noir et blanc, très intelligent. Et donc je décide de revenir dans le zouk avec un blaze différent, avec un univers différent. Donc je crée le truc qui s'appelle Zouk Game, où je dis, voilà, c'est des textes à consonance rap sur des mélodies caribéennes, notamment zouk. Oui. Donc, c'est un mélange de genres. C'est ça, un mélange de genres. Pour les gens qui comprennent pas. Exactement, c'était vraiment un mélange de genres. Donc je reviens sur un premier album en je sais plus quand là, en 2000, je sais plus, en 2012 ou je sais plus, ou en 2015, je sais plus. Sur un premier album de Zouk qui musicalement ça passe inaperçu, mais mon arrogance en interview, mon verbe en interview, mes vérités en parlant du zouk, en disant que voilà, les orgas ils savent pas payer, y a beaucoup d'artistes de zouk qui savent pas chanter. Tu balances. Ouais, je dis ce que je pense, etc. John Doe, tout le monde sait c'est qui. Ils savent que c'est le mec à la grande gueule. Donc après, une fois que j'ai reçu mon coup... Il n'y a pas la grande gueule pour rien. En tout cas, moi j'apporte toujours des preuves. Une fois que j'ai reçu mon coup, que mon nom soit présent, il était temps de se montrer musicalement. Oui. Et donc là, je signe avec un label qui s'appelait Crescendo Music. On fait des singles, on se fait voir, on continue à avancer, ça se passe bien. Ça se finit, le contrat arrive à terme, donc on arrête, parce que lui il a d'autres projets, etc. Donc moi je... Et quand tu signes comme ça et que ça se passe bien, tu gagnes assez pour vivre? Ça, je te parle pour les petits groupes ou pour les gens Non, du tout. Tu gagnes pas assez pour vivre, tu gagnes assez pour réinvestir. Pour réinvestir. C'est ça, c'est important. Bien sûr. Réinvestir. Vas-y, continue. Tu gagnes vraiment pour investir, donc Crescendo Music. On continue à faire notre nom grâce à eux, on fait encore plus de noms dans le milieu caribéen. Et moi, je suis toujours dans la réflexion, je me dis comment je fais pour être exclusif, différent lors des interviews ou sur scène. Le verbe, toujours à m'améliorer. Ouais. Le verbe, tout ça, c'est très bien. Ils ont compris, j'étais un emmerdeur, ça c'est réglé. Ok, très bien. Là, ils l'ont compris. Ouais. Et donc, je me rappelle que je suis doué en live. Je dis, ok, on va ramener de l'acoustique dans les interviews. D'accord. Et là, ça a commencé. Ouais. Et là, boum, ça part parce que c'était l'idée.
peut-être un tort de ma part, mais j'ai toujours voulu prouver à tous ceux qui avaient des réticences par rapport à mon style de zouk que j'étais un chanteur. Que tu étais capable. Voilà, et donc je ramène de l'acoustique dans les interviews, dans les concerts. Derrière, beaucoup d'artistes le suivent, beaucoup de médias suivent le fait que moi je ramène... Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des lives. Ils ne faisaient pas à l'époque. Dans les carrières, ils ne faisaient pas. Et donc, ensuite, les radios se disent, ah tiens, on va commencer à voir qui chante vraiment, qui chante pas vraiment. Ouais. Et donc maintenant, ils demandent à chacun de venir à chaque fois faire de l'acoustique, faire un, deux, trois morceaux, etc. Et on vous rassure, auditeurs, on va pouvoir vérifier le live de Jaddo très bientôt. J'ai de la grande gueule, mais il va falloir que j'assure. Et donc, alors, il y a quand même un petit truc qu'il faut que je raconte, c'est que je travaille avec ma manager qui s'appelle Lily, big up à elle. Big up. On travaille ensemble depuis un moment. Ça va faire. C'est une bonne manager. Ouais, ça fait 8 ans, c'est plus que ça, c'est vraiment. C'est la famille. Et nous, on avait un plan de travail. Même si elle n'a pas toujours été d'accord avec moi sur certaines choses. Ah, mais il faut pouvoir te dire non aussi, hein. Ouais. Donc c'est quelqu'un de bon. Ouais, il faut l'interviewer parce qu'elle a des choses à vous raconter. Hein. Non, mais c'est pour ça que je te dis ça, hein, j'insiste là-dessus. Ah ouais, franchement, waouh. Même moi, quelquefois, je me dis, comment fait-elle? Ouais, non, mais vraiment, calme-toi un peu. Vraiment. Et donc, nous, on a mis un plan de travail en place, etc. Et on avance. Et dans notre plan, donc il y avait cette partie acoustique. Ouais. D'accord, dans notre plan, il y avait d'amener les gens qui me suivaient de Zouk vers vraiment l'ensemble de mon univers qui en vérité est acoustique, qui mélange la Caraïbe, le R&B, en anglais, en français, etc., etc. Et donc tout ce plan-là, c'est en cours, quoi. On est totalement dedans. Donc j'aimerais faire un big up à elle. Et pour parler après Crescendo Music, on a créé notre label. Donc on peut dire aussi qu'un manager, c'est important. Il faut savoir qu'un manager, c'est ton deuxième parent. C'est la personne qui respire pour toi, qui voit pour toi, qui vit pour toi au quotidien, en plus de sa vie à elle. Hein. Ça, c'est ça un manager. C'est son intérêt primordial. Ouais, un manager, c'est pas par à coup, hein, c'est tous les jours. Bien choisir son manager. Tous les jours. Il faut savoir qu'en plus, ma manager, quand on a commencé à travailler ensemble, elle a travaillé pour l'organisation de soirées, etc. Donc, c'était pas vraiment son métier à la base. Donc, on a grandi ensemble. Et ma manager, je répète, c'est important. Une équipe, c'est important. Juste soyez pas chiant comme moi, mais c'est important. C'est bien de le dire. Mais c'est important d'avoir. Tu dis pas la bonne personne. Hein. Ouais, non mais parce qu'elle est aussi chiante, c'est sûr. Une équipe, c'est important. Il y a la musique, ok, mais une équipe, c'est important. Ce sont eux qui te portent quand tu sors d'une scène, quand tu es déçu d'une scène que tu as réalisée, tu es déçu d'un titre qui a pas fonctionné. Ils sont là pour te remonter, quoi. Ouais. C'est important. Très important. Donc après, tout se passe plus ou moins bien. Ouais. Finalement, tu réinvestis, comme tu dis. Tout à fait. Et donc, la suite? On crée notre label avec ma manager. Donc, il existe maintenant depuis bientôt 2 ans. Et là, on sort un EP, on fait tout ce qu'on veut. Vraie fierté, ouais, tout à fait. Parce qu'on va pouvoir produire comme on veut, réaliser comme on veut, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et ta mère, elle en pense quoi de tout ça? Je parle pas de musique avec ma mère. Vas-y. Ah, tu vois. Pourquoi? C'est ma mère. Il y a une espèce de respect, de barrière. Ouais, parce que je sais pas, c'est bizarre de dire à ma mère, ouais, t'as vu, je sais pas. Elle sait tout ce que je fais, attention. Ouais. Elle sait, hein. Mais je vais pas dire à ma mère, ouais, je sors un disque. Non. Je parle pas de musique avec ma mère. Mais il y a encore cette barrière, en fait. Moi, c'est plus du respect, là. D'accord, explique-moi. Même si ça veut rien dire, hein, je pense, mais je sais pas. Respect ou fierté? Non, je crois que je suis gêné d'en parler à ma mère. Je crois, en fait, tu vois. Je suis plus fier de lui dire, ouais, voilà, j'ai ce job-là, je fais ça, que de lui dire, ouais, je fais du son. Pourquoi cette gêne? Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Tu crois que c'est quelque chose de facile? Là, je t'en parle, j'ai un sourire. Ouais, comme un con. T'as vu, tu vois ce que je veux dire? Non, je sais pas. Cette gêne, tu penses que c'est un travail léger que... Non, je pense pas, parce que moi, je m'y donne à 10 000%. Mais pour moi, c'est pas un sujet important avec ma mère, je trouve. C'est pas important. Alors que pour moi, la musique, c'est ta vie. C'est ma vie, mais c'est pas important. Mais c'est dans le sens où... Tu veux pas le partager. C'est pas un sujet... pour moi, j'ai d'autres sujets plus importants à discuter avec ma mère. Dans 2 secondes, il va sucer son pouce. Tu vois, j'ai d'autres sujets plus importants à discuter avec ma mère, pour moi. Les sujets plus importants, ça pourrait être quoi, par exemple, discuter avec ta mère? C'est les femmes? Non. La vie personnelle? Les enfants? Ma mère connaît très bien, mais on n'en parle jamais de ça. Non, avec ma mère, c'est beaucoup de blagues sur on se moque de tout le monde, surtout elle, moi j'ai rien dit, surtout elle. On rigole sur ça, mais je pense qu'avec ma mère, on évite les sujets tristes, en fait, j'ai l'impression. Et la musique, c'est triste? Non, mais je sais pas, j'arrive pas à discuter avec ma mère de la musique, c'est bizarre. Hein. Je peux pas te donner d'explication, j'y arrive pas. D'accord. Quand ma mère me dit, oui, tu m'as pas dit que tu faisais un concert, je dis, ouais, je réponds pas.
Et donc... C'est ton jardin secret? Oh, je sais pas, mais... mettre comme ça. Faut que tu saches que la première fois... Ça fait des années que je fais de la scène. Ouais. Et la première fois que j'ai invité ma mère, c'était en 2018, lors d'un concert à l'étage que j'ai fait. Voilà, je l'ai invitée, elle était là. Je lui ai fait une grosse dédicace, elle est montée sur scène. C'était bizarre. Et elle a kiffé. Elle était fière, elle a dit, mon fils, tu chantes bien. Je dis, c'est gentil. Mais je me suis arrêté là. D'accord. Et elle t'en parle jamais? Non, on n'en parle pas. D'accord. Alors, c'est une question. Tu écris tes textes? Oui, j'écris, oui. Donc du coup, ça peut pas être le fait, tu te dévoiles dans tes textes, de l'autre côté, tu as une carapace vis-à-vis de la communication. Je suis gêné en tout cas sur le sujet de la musique. Je te rejoins un peu, Tafit, parce que regarde, dans certains textes, quand tu mets, tu as des phrases dans tes textes, quand tu mets... Parce que c'est le moyen qu'elle te comprenne. Ouais, bien sûr. Elle ressente ce que tu as au fond. Ouais. Je ne veux pas m'en mêler, régler ça entre vous. Ouais. Je veux mon père, je veux ma mère. Ouais, tout à fait. Ça veut dire beaucoup. Ouais, bien sûr. Ça veut dire beaucoup. Ton sourire, j'en raffole. Ouais. Ça aussi. Dolce Vita, ça. Ouais, ça aussi, ça veut dire pas mal de choses. Ouais. Ton sourire, j'en raffole. Ouais. Quand t'écris ça, c'est le sourire au niveau des femmes ou tu... Ouais, là, je parle vraiment d'une femme. D'une femme. C'est la première fois que j'arrive à écrire une histoire d'amour. J'ai jamais fait. Alors, pourtant, je fais du zouk. Hein. Ouais. Je faisais du zouk et j'ai jamais écrit. Et là, c'est la première fois que j'écris une histoire d'amour. La première fois. Et pourquoi? Pourquoi? Oh, je sais pas, peut-être pas. Je sais pas. Tu sais pas le fond? C'est tu vois, Dolce Vita, en fait, c'est un surnom que je donne à madame. Oui. Je l'appelle Dolce Vita. C'est comme ça, je l'ai dans mon téléphone. 12 vies, hein, ça veut dire. Et j'explique que c'est mon équilibre, en fait, dans ma vie. 12 vies. Ouais, 12 vies. Je dis c'est mon équilibre dans ma vie. En fait, par rapport à ce que j'ai connu auparavant. C'est ce que j'allais dire. Ouais. 12 vies par rapport à ce que tu as connu. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est d'un milieu à l'autre, d'un environnement à l'autre. Tout à fait. Donc cette chanson, en fait, c'est pour elle, mais ça peut être pour la femme à Tafit. C'est lui qui va l'exprimer autrement, c'est pour la femme de... Ouais, nous, on s'est exprimé autrement. On s'est exprimé autrement. On lui a demandé ça se termine comme ça aussi. Je vais pas vous dire en quelle langue. Voilà. Ouais. Bah, tu nous mets un petit son. Avec plaisir. Ouais. Donc du coup, John Doe, on continue avec la prochaine. Peux-tu nous en dire plus dessus? Bah, en fait, c'est parfait parce que Coro a fait vraiment le taf. C'est que c'est Célita, je raconte une partie de mon histoire avec ma mère et mon père. Célita, John Doe, IRM pour Radio, Crash ton venin. Ça fait comme ça. Pas du tout, réglez ça entre vous. Aïe 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 aïe. Célita, John Doe. Dédicace à Tafit. Ouais, il adore. Vraiment, je le surkiffe ce refrain, mais un truc de ouf. Et j'avais jamais compris l'histoire. Ouais. Là, maintenant vivant. Sérieux? En fait, je le prenais cette musique. Ouais, tu prends la mélo, bien sûr, c'est normal. Démonte pas les paroles, toi. Vraiment. Ben maintenant. Là, il y a l'histoire avec quoi. Non, mais cette chanson, elle parle sûrement à énormément de gens dont les parents sont séparés. On connaît tous plus ou moins ça. Tout à fait. Et en fait, ça relativise un peu le tout. Mais t'as su l'écrire, hein, t'as su relativiser. On a l'impression que c'est fluide, comme si c'était simple. Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaie de le vivre en vérité. Ouais, tu l'as vécu. Parce que quand on regarde l'histoire, c'est deux personnes qui sont aimées, qui étaient en couple et ils sont séparés. Et qui s'aiment plus, tout simplement, pour X raisons. Voilà, on est d'accord. Il y en a juste un qui a déconné. Ou des fois, qui s'aiment encore. Ou s'aiment encore, et voilà, exact. Et c'est vrai, en plus, t'as pas tort. Oui. Après, il y a le petit décodage, c'est que tu retires pas l'enfant à une maman ou à un père. Ouais. Dans tous les cas. Après, ça, c'est chacun, on ne sait pas pourquoi, il y a que chacun réagit à sa manière. C'est ça, exactement. Ses propres peurs, ses propres angoisses. Ses propres raisons. Voilà, un garçon, on se dit, une femme. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes ne sont pas capables d'élever seules des garçons. C'est vrai, ça c'est très mentalité chez nous. C'est la mentalité, c'est patriarcal là. Exactement. Alors que non, nous sommes tout à fait capables d'élever. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet. Et ton père, tu le vois encore? Malheureusement non. Depuis des années maintenant. Bon, il serait temps parce que. Depuis que t'es parti, tu ne l'as pas revu? Never. Tu ne l'as pas eu au téléphone? Non plus. Est-ce une grande souffrance? On s'est écrit.
Tu lui as écrit ou il t'a écrit? Je lui ai écrit, il m'a totalement bien répondu. Et il faut savoir pourquoi je dis aussi que ma mère c'est une héroïne, parce qu'elle a jamais craché sur mon père, alors qu'elle aurait pu le faire. Ça, faut le dire. Elle aurait pu le faire, avec tout ce qu'elle a subi. Quand je vois maintenant, j'entends ce qui se dit lorsque ton gars te quitte parce que vous avez un enfant ensemble. Ton père c'est ceci, ton père c'est cela. C'est incroyable. Alors faut dire, faut cracher à tous les gens qui se séparent. Faut pas prendre un enfant en otage. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, un enfant, il aime son père, il aime sa mère. Il a rien demandé. Et c'est comme ça. C'est ça. Même si le mec c'est le plus con des cons, ok, très bien. Mais il faut savoir prendre sur soi et respecter, se respecter l'un et l'autre. C'est ce qu'elle a fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que ça sert à rien de s'inventer des vies ou de faire des saloperies ou de trahir aussi d'une certaine manière une personne. Ça ne sert à rien. Je suis d'accord. Parce que tôt ou tard, c'est l'enfant qui paye. Tout à fait d'accord. Et du coup, tu disais que vous vous êtes écrit. Alors, explique-nous, quand est-ce que tu as eu cette envie? À quel moment tu lui as écrit? C'est ma mère. C'est ta mère. Ah, ça c'est beau ça. C'est ma mère. Alors ça veut dire beaucoup aussi. C'est ma mère qui est à l'origine du truc. Et très peu de temps après, je suis revenu d'Afrique en plus. Hein. D'accord. C'est pas 2 ans après ou 3 ans après, c'est très vite. Donc elle a voulu que tu maintiennes le lien. Ma mère m'a incité à écrire à mon père, etc. Et c'est moi qui ai arrêté, parce que tu sais, quand tu arrives à l'adolescence, tu considères que tu as des choses plus importantes à faire. Bien sûr. Et voilà. Hein. D'accord. Donc elle t'a tout de suite donné le moyen de pouvoir rester en contact, d'avoir un lien avec ton père. Exactement. C'est très très beau. Ouais. Non mais t'imagines, il faut être fort quand même. Il faut être sereine, en sa place, parce qu'en vous remettant en contact, lui il pourrait essayer de ravoir le dessus psychologiquement. Il faut imaginer, c'est clair, après tout ce qu'elle a vécu, imagine qu'elle est capable de se dire, ok, dans tous les cas c'est ton père. C'est un peu de la compassion. L'empathie. Je n'aime pas la compassion, mais j'appuie dessus. C'est pas que je l'aime pas, mais on en parlera. Non, j'ai compris pourquoi. Ah, t'as compris pourquoi? Je suis un peu pareil. Je dis souvent à ta fille, non, il me sort des excuses bidons. Je dis non, je suis pas d'accord. Et c'est pour ça que je parle pas par rapport à toi, mais par rapport à d'autres choses. Et du coup, je dis non, c'est pas parce que quelqu'un vit ça qu'il doit réagir comme ça. Donc, je te suis. Mais là, j'appuie sur. C'est pour ça qu'il y avait compassion. Elle est quand tu reçois ta première lettre, tu l'as pas vue. Enfin, alors. Ton ressenti. Je la déguste. Voilà. Je la déguste et j'ai de l'appréhension parce que j'ai peur qu'ils me reprochent d'être parti avec ma mère. Je me rappelle de ça. Ouais, j'ai peur qu'ils disent pourquoi t'es parti avec ta mère. Mais en vérité, j'avais oublié que mon père intellectuellement c'est quelqu'un qui est plutôt bien positionné. Puis même quand on est petit, on pense pas à ça, on a juste peur du rejet. Ouais, c'est exactement ça. Et finalement, c'est une lettre totalement d'un père qui dit j'espère que tu vas bien. Limite, je crois j'ai encore le courrier où il me dit prends bien soin de ta mère parce que quelqu'un de bien. Ça c'est beau aussi, etc. Tu vois. Il reconnaît que ta mère c'est quelqu'un de bien. Mon mais père, de toute façon, il peut que le reconnaître puisque même il sait qu'elle vous met en contact quelque part. Bien sûr, t'imagines l'intelligence qu'elle a eu ma mère, c'est incroyable. C'est beau. Incroyable, exactement. Mais les deux, hein. Mais bien sûr. Les deux, parce qu'il il aurait pu te dire des choses malsaines et il l'a pas fait. Mais ça s'appelle le respect quelque part. Il y a un désaccord au niveau de l'enfant, mais il y a eu voilà, exactement. C'est pour ça que je te dis des fois il y a de l'amour, il y a des non-dits. Parce que dans certaines familles, il y a beaucoup de non-dits qui créent des barrières. C'est vrai, je suis d'accord. Et du coup, ça s'amplifie et les chemins de vie deviennent différents. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je voulais savoir, donc du coup, vu que tu avais son courrier, à l'adolescence tu t'en fous un peu, mais après plus tard tu as continué à écrire quand tu es devenu papa par exemple? Non, du tout. Et je sais pas, je pense qu'il est temps pour moi dans tous les cas d'aller le voir, pour qu'on puisse discuter un peu, mais sans lui demander de s'expliquer en fait, mais juste de le revoir. Mais je sais pas, j'ai pas envie de lui écrire. Mais il faut que je le fasse en fait, je le sais, mais parce que j'ai des enfants, il faut qu'ils les voient, etc. C'est pour ça que je posais cette question. Ah, bien sûr, je sais. Vu que vous avez échangé, comment ça s'est passé par la suite? Il n'y a pas eu de suite, il y a eu des échanges de courrier, etc. Mais il n'y a pas eu de suite. T'as jamais voulu l'avoir au téléphone? T'as jamais demandé à ta mère? J'ai jamais demandé. Et même actuellement, je peux le faire quand je veux. J'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait. Et tu sais pas pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ou bien parce que dans mon cerveau, il y a un truc bizarre. Bloqué. Ouais, peut-être. Ouais, un truc bizarre dans ton cerveau, ça je suis sûr. Ouais, ça je suis sûr aussi. Il y a du corono. Corona. Il fait comme toi. Donc tu comptes partir en Côte d'Ivoire? Ouais, bien sûr, il faut que je fasse que ce soit déjà pour moi et pour mes enfants. Et est-ce que sans le revoir, tu es déjà retourné en Côte d'Ivoire? Punaise, je m'en veux énormément. Je m'en veux énormément. Parce que la musique a pris le pas de fou. Ouais. De fou. Et je crois que depuis que je fais de la musique, il n'y a pas un moment où je me suis arrêté pendant 1 an de dire voilà, je pense qu'à ma famille, qu'à moi. Je ne l'ai pas encore fait. Tu ne l'as pas fait? Non.
C'est une passion dévorante. Ah, totalement. Elle déborde de partout. Oh, c'est incroyable. Il y a toujours des idées, j'ai toujours envie de faire des choses. Mais il faut que j'arrête un moment. Ça fuse de tous les côtés. Tout à fait. On va parler un peu. Est-ce que tu regardes un peu les médias ? Oui, comme tout le monde. Avec tout ce qui se passe en ce moment. Oui, bien sûr. Tu disais tout à l'heure que tu lisais beaucoup. T'es plus télé, t'es plus. Je suis très média web. Je regarde tout ce qui. Média web. Ouais. Comme beaucoup. Tu sais, il y a même une bêtise que je fais. Quelquefois, je prends mon stylo et une feuille. Ouais. Et il y a un sujet. Je regarde 3 infos. Et je m'exerce à trouver les vérités ou les fausses informations. J'adore faire ça. C'est bien parce qu'il faut chercher. Non, moi c'est un jeu en fait. Ouais. Je regarde, je dis lui c'est un connard, il raconte n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Et après, ce que j'aime bien aussi, il y a des tourneurs de phrases que je connais pas spécialement, donc je vais chercher, c'est de comprendre. Et au final, tu te rends compte que ils se foutent bien de notre gueule en fait. Ouais. Tu sais, il y a un mec là sur Click, l'émission Click, avec ses petites lunettes là, monsieur. Je sais plus comment ça fait. Il décrit. La parole, c'est exceptionnel. Ah oui, Clément quelque chose. Oui, j'en parle quand j'ai mis mon treuil à l'honneur. J'adore. C'est lui qui a fait le mais concours il va plus loin. Il analyse et te dit voilà ça. Et dans ce qu'il raconte, je retrouve aussi des conceptions liées à mon métier de commercial quand tu veux faire signer un contrat. Donc tu dis qu'il est bon. Ouais, il est vraiment bon. Ouais, vraiment. Et donc, on peut dire que tu es quelqu'un de curieux extrêmement curieux. Qui a besoin de toujours apprendre par lui-même en fait. Mais moi, il y a des sujets, par exemple, sujets liés à l'histoire des Noirs, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Mais c'est même une passion dévorante totalement. Ça veut dire, si je me permets, je donner juste un exemple. Tu sais, les Noirs sont très musulmans, ils sont chrétiens. Oui. Et souvent, moi j'ai des amis à qui je leur dis ok, très bien, moi c'est bien, t'es musulman, t'es chrétien, mais est-ce que tu connais ta religion de base ? Est-ce que tu connais ta religion de base, qui est le vaudou, qui est d'autres expressions, etc. Et moi, ça, c'est des choses qui me plaisent. Et souvent, les gens te répondent quoi ? Laisse-moi tranquille. Non, ils me font comprendre, ouais, ça c'est du passé, mais je leur dis, le passé, c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. C'est du passé. Mais tu penses que tu es attiré par tout ça, c'est ton côté antillais ou c'est quoi ? À la recherche de quelque chose ? Non, c'est Malcolm X. C'est le film. On en parlait tout à l'heure. C'est le film. Oui, tu disais que tu avais vu du Malcolm X. Le film qui m'a fait me poser des questions. Tu sais, quand il dit oui... à un moment donné, il parle des gens qui sont communautaires ou qui vivent en communauté. Et il dit qu'il est temps pour nous d'avoir notre communauté financière. Oui. Je suis à 10 millions de pourcents d'accord avec lui, parce que malheureusement, on vit dans un monde où c'est l'argent qui domine, et que pour que tu sois entendu et, en parenthèse, avoir une histoire de respect, même si pour moi le respect c'est pas l'argent, mais malheureusement on est dans ça. Il faut que tu puisses, quand on te dit ouais voilà le pétrole là tu vois ça à moi, si je décide de mettre à 20 €, c'est moi qui décide, c'est pas toi qui vas décider. Exactement. Tu rejoins un peu les propos de Tony Seba. Qui dit pas mal de choses d'ailleurs. J'écoute énormément Kémy Seba aussi. J'écoute ce qu'il dit, je lis ce qu'il dit. Il y en a d'autres aussi qui sont contraire à lui, mais j'écoute aussi ce qu'il dit, mais au final... T'écoutes un peu de tout pour analyser. De tout. Ouais, j'essaie d'analyser, d'essayer de me faire ma propre opinion, et voilà, moi c'est des sujets qui me... Mais des fois on voit que ces personnes-là n'ont pas totalement tort, et maintenant ça se regroupe en Afrique, en Afrique de l'Ouest, il y a pas mal de gens qui parlent de panafricanisme. Tout à fait. J'en parle souvent ici. Aux États-Unis, il y a ça fait des années qu'ils ont commencé. Exactement. Leur système économique, comme tu m'en parlais, donc, je t'en parle. C'est ce qu'ils font. Ça a commencé et ça marche plutôt bien. Bien sûr. Donc, après, il y a des hicks, bien sûr. Bien sûr. Il y a toujours des choses qui ne vont pas, mais oui, ils le font. Comme partout. Et donc, on va revenir sur ton nom, donc John Doe. Pourquoi John Doe ? Ouais, c'est important. John Doe, c'était vraiment... là, j'ai vraiment pensé marketing lorsque j'ai trouvé ce blaze. Je me suis dit, bon, ok... Comment tu peux faire pour faire ton intéressant ? Pour être différent. Tout de suite, je sais que quand je dis John Doe, pourquoi John Doe ? Tout de suite, la conversation, elle est open. C'est clair, parce que moi, quand j'ai vu John Doe, je me suis dit, c'est pas son blaze. Ouais, pourquoi il utilise ça ? Tu t'es dit, pourquoi il utilise ça ? Il doit y avoir une histoire derrière. En fait, non, calmez-vous, il n'y a pas d'histoire, c'était juste pour vous faire parler, en fait. C'était juste pour attiser notre curiosité. C'est ça, exactement. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas d'histoire, c'est que tu avais un but bien précis. Oui, j'avais un but. Ah oui, ça, c'était calculé totalement. Exactement. Et c'est marketing, il n'y a qu'un John Doe, il n'y en a pas 10 000, etc. D'accord. Et tu as vu le film ? Bien sûr, la série, bien sûr. Okay. J'ai pas vu la fin, ça m'énerve. Il faudra la voir. C'est pas mal.
alors on va parler un peu coronavirus. Tout à l'heure, vous m'avez chambré. Coro. Alors, c'est la panique dans le 93. La Seine-Saint-Denis sont paniqués. Tout le monde. Bah oui, mais tout le monde arrive dans les hôpitaux de partout. Alors, il y a eu les autorités sanitaires qui ont mis le holà en disant qu'il y avait un malaise et qu'il fallait reprendre la population parce que les gens peuvent encore, à l'heure d'aujourd'hui, attraper juste un rhume ou une grippe. Donc, ils sont saturés, débordés et pour rien. Alors, ils ont remis un peu en cause le système politique en disant que c'était pas assez expliqué et qu'il fallait reprendre tout ça en main pour essayer de rassurer un minimum la population. Alors, je te pose la question, qu'en penses-tu ? Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce qu'ils ont tort ? Alors, je sais pas s'ils ont raison ou ils ont tort, mais moi, je pense qu'il faut aussi écouter ceux qu'on appelle, tu sais, c'est les complotistes. Oui. Dès que tu commences à parler de complot, on considère que t'es fou, etc. Et moi, on en a eu un la semaine dernière. Moi, j'aime bien écouter toutes les voix. Ouais. J'aime bien écouter toutes les voix et je peux comprendre qu'il y en a qui aient peur parce qu'il y a des informations qui arrivent autrement, par d'autres canaux. Pourquoi ces canaux-là seraient plus justes que les canaux de BFM ou autres ? Exactement. Moi, c'est la question que je me pose. Surtout que ça existe depuis 2012 à peu près. A priori, ouais. Le coronavirus. C'est ça. Donc, il a raison. Ça existe même dans l'album Astérix. On l'a vu tout à l'heure. C'est vrai, tu l'as dit ce matin. Allez, c'est l'album qui sort en 2017, Astérix, je sais plus quoi. Il y a un mec qui s'appelle Coronavirus. Ouais, Coronavirus, tu nous en parlais tout à l'heure. Exact. Donc, toi, tu te dis qu'on peut aussi se permettre d'écouter. Et c'est normal que les gens pensent au complot parce qu'il y a des similitudes. Et même quand tu regardes certaines séries. C'est vrai qu'il y a pas mal de séries. J'ai regardé Contagion, c'était ce week-end. Je sais pas si t'as entendu parler de ce film. C'est un film. C'est un film. Ouais. C'est en gros, il y a la maladie, un virus qui est né à Hong Kong. C'est un croisement entre une chauve-souris et un cochon. Ouais, ça s'est propagé partout dans le monde, exactement un peu dans le même genre que le coronavirus, avec des problèmes respiratoires et tout ça. Et j'ai regardé ce week-end, ça m'a fait bader. Donc imagine-toi l'esprit des gens. Et tu as vu les gens qui se sont rués dans les magasins à faire des réserves. C'est un film de 2011. De 2011 le film, je crois. Donc tu vois, quand il y a tout ça, quand il y a tous ces parallèles, tu te dis bon finalement, pourquoi pas ? Ouais, ça met des craintes. Est-ce que tu penses que les médias sont aussi responsables de ça ? Parce qu'ils nous informent sans trop informer vraiment. Est-ce que tu penses que c'est dans la théorie aussi du complot ou pas ? Est-ce que c'est volontaire ? En fait, c'est un sujet hyper complexe, parce que c'est des choses qui m'intéressent, bien sûr. Je sais toujours prendre de la distance, c'est compliqué, parce que sinon, si je devais me lancer comme ça, je dirais oui, mais moi, je veux que tu te lances, ouais, mais sur ce que toi, tu penses. Ouais, je dirais que tous les médias, ils sont en vérité tenus par d'autres, etc., par quelqu'un. Qu'ils ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent. Je pense. Je donne un exemple lié à la musique. Oui, vas-y. Quand on dit que le premier groupe français qui a fait le Stade de France, c'est... le premier artiste français qui a fait le Stade de France, c'est Johnny Hallyday. Oui. C'est faux. C'est Kassav. Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà. Qui en parle ? Donc, il a tout dit. Très très bien. T'as craché. C'est Kassav. Oui, c'est Kassav qui a fait le premier Stade de France, qui a rempli. C'est parce que pour eux, il était pas de la métropole. Je sais pas, faut leur demander à ces gens-là qui donnent l'information. Je sais pas. D'accord. Tu vois, Kassav, c'est quoi ? C'est un groupe d'Algérie ? C'est un groupe de Côte d'Ivoire ? C'est quoi ? Je sais pas, moi. Non, Kassav, c'est pas d'Algérie. Ben non, mais justement, c'est ironique. C'est pour ça. Ouais, non, mais d'accord, tu m'as fait peur. Non, bah oui, non, mais là, c'était ironique. Donc, non, c'est pour savoir ce que les Antilles, c'est la France ou pas, en fait. C'était juste ça, en fait, je voulais savoir. Voilà. Clairement. C'est la France ? Ah, d'accord. Tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Donc, vu comme ça, donc les gens ont des raisons de s'inquiéter. En tout cas, moi j'ai des raisons de me poser des questions. Est-ce que toi, tu t'inquiètes du coronavirus ? Non, je m'inquiète pas. Ma femme, elle s'inquiète énormément. Elle me dit, ouais, va pas à Paris, fais pas ci, fais pas ça. Je m'inquiète pas parce que ma philosophie est que si je dois mourir, c'est mon heure. Tu penses que quand c'est ton heure, c'est ton heure. Ouais, c'est mon heure. D'accord. Alors, on va parler d'un autre sujet. On avait reçu ici monsieur Jean-Philippe Gautret, c'est le maire de Fontenay-sous-Bois, qui était venu dans Crash ton venin. Et il nous avait parlé du fait qu'il avait fait appel parce qu'il voulait interdire le glyphosate avec tout le Val-de-Marne. Ah oui, tout à fait, pour la ouais. Il voulait pas, il trouvait que c'était dangereux. Donc, il avait eu des problèmes. Et ça avait été rejeté, et ça a été rejeté par 2 fois de suite. Donc en fait, grosse colère, monsieur Jean-Philippe Gautret trouve que le gouvernement préfère céder aux caprices des lobbies agroalimentaires plutôt que de s'inquiéter pour le cancer. Es-tu d'accord avec lui ? Je vais te donner ma réponse, c'est la suivante.
le vaccin du sida existe, ils le mettent pas à disposition. Voilà ma réponse. il a tout dit en même temps. Non. Est-ce que... bien sûr. Oui. Attends, pour moi, c'est pour ça que je fais cette émission, j'apprends des choses. Voilà. Il y a des grands joueurs de basket qui sont séropositifs. Pourquoi tu penses qu'ils sont toujours en bonne santé? D'accord. Le vaccin du sida existe, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on crée un vaccin destructeur, tu es obligé d'avoir la souche qui soigne. C'est obligatoire. Enfin, moi, je fais pas de science, mais le peu que j'en connais, c'est ça. D'accord. Alors, on va passer à autre chose. Édouard Philippe, t'adores Édouard Philippe. C'est le Premier ministre. Ouais. A fait passer la loi 49.3, vous le savez tous, car le débat était soi-disant impossible. Alors, toi, t'en penses quoi, par exemple, Tafi? Moi, j'en pense par rapport au 49.3, franchement, j'en pense exactement comme lui, avant qu'il soit au gouvernement, parce que Édouard Philippe, dans un média, avant qu'il passe avec Macron, il avait parlé du 49.3, et pour lui, à l'époque, c'était ça, le 49.3. C'est assez simple. Si le gouvernement choisit une fois encore à l'Assemblée nationale d'avoir recours au 49.3, c'est-à-dire à un texte qui ne permet pas aux députés, qui sont pour ou contre le texte, ils sont députés, ils ont été élus par le peuple, ils représentent le peuple, ils essaient de représenter le peuple, qui ne leur permet même pas de discuter le texte. La sanction automatique, qui est d'ailleurs prévue par la Constitution lorsque le gouvernement refuse la discussion aux députés, c'est évidemment le dépôt d'une motion de censure. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Vous savez parfaitement d'ailleurs, le 49.3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée, qu'il utilise le 49.3. Bon, la sanction de cette absence de majorité sur un texte, c'est évidemment le dépôt par l'opposition d'une motion de censure. Est-ce que cette motion de censure aura vocation à être adoptée? Ça m'étonnerait, parce que je vois mal les députés socialistes la voter. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux aujourd'hui? Bien entendu, non. Mais est-ce que vous voulez accepter, quand vous êtes député de l'opposition, ce gouvernement qui est totalement, je crains de le dire parce que j'essaie en général de ne pas être excessif dans les termes que j'emploie, qui est totalement débordé par les événements. Il est débordé par le délitement de sa propre majorité, il est débordé par la situation sécuritaire, il est débordé par la crise sociale. Ce gouvernement est débordé. On ne peut pas assister à un gouvernement aussi débordé. On pourrait... Franchement, on dirait qu'il parle d'aujourd'hui du sien. Exactement. Ouais. Voilà ma réponse à moi. Donc franchement, t'as entendu Ouais, moi le 49.3, je vois ça comme le roi soleil. Oui. Tu sais, il faisait ce qu'il veut quand il voulait et basta. Comme tout le monde le dit un petit peu. Hein. Est-ce que tu penses que ça a été que ce soit passé un samedi après-midi en plein épidémie coronavirus? Il y a pire. C'était voulu ou pas? Regarde, là tu parles du coronavirus, mais on peut parler aussi du chloridone aux Antilles, les Antilles sont empoisonnés depuis des années. C'est la même chose. Ouais, comme on parlait du glyphosate tout à l'heure, parce que tu n'en as pas parlé. Donc, voilà, donc... Et personne s'en soucie. Et c'est la France. Je sais pas, en fait, je sais pas quoi dire avec la politique française, mais la politique... Attends, on n'a pas fini. C'est compliqué tout ça. Alors, le sénateur Michel Amiel donc, a quitté La République En Marche parce qu'il n'a pas supporté cette mesure. Je voulais, donc, il y a plein de personnes qui quittent en cours de route le bateau, le navire, je pense, qui est en train de couler. Alors, crépage de chignon au gouvernement. Rachida Dati tacle Anne Hidalgo et Agnès Buzyn en disant que l'ancienne ministre de la Santé est couvée par le chef de l'État. Alors que dans la vie, ces femmes sont plus ou moins proches. Ma question, la politique et l'amitié, pour toi, c'est compatible? La politique et l'amitié. A priori, oui, puisque ça fonctionne pour certains. Je suppose, je sais pas. Tu penses que c'est compatible? Quand tu vois que dans la vie elles se connaissent et qu'elles s'entendent plus ou moins bien et qu'elles se dénigrent, tu penses que c'est un jeu? Je pense que l'Assemblée nationale c'est une scène de théâtre dans tous les cas. Merci, Crash. Moi je pense que c'est une scène de théâtre et après lorsqu'on est dans les coulisses, ça va mon pote, tu veux un rhum citron? Ça revient. Ça rejoint tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Tout à fait. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on n'entend pas, tout ce qu'on nous dit pas. C'est un peu comme tu disais, une pièce de théâtre. Ah oui, c'est une pièce de théâtre, je pense, ouais. D'accord. Alors le Conseil national du barreau est mécontent. Et il a fait savoir, parce qu'il y a une chronique de LCI qui a retracé la carrière de l'avocat Yassine Bazou, avocat de monsieur Piotr Pawlowski, pour infographie lamentable. Ils auraient relancé l'affaire Lactalis, l'affaire du crash du vol de Rio-Paris et l'affaire Adama Traoré. Mais d'une manière, dans cette chronique, on entend que M. Bouzerou est issu d'une famille marocaine modeste
ainsi que d'une cité de Courbevoie. Et qu'il a enchaîné les déboires scolaires, la médiocrité et tout ce qui s'ensuit. On l'a même fait apparaître dans cette chronique d'LCI, je dis bien LCI, avec un bonnet d'âne. Donc, ma question, quel est le rapport ? Est-ce que j'allais te dire quel est le rapport ? Quel est le rapport ? Est-ce que LCI est tombé sur la tête ? C'est aussi ma question. Et LCI, sont-ils allés trop loin ? En fait, j'ai envie de te dire que c'est un sujet encore plus vaste. Ah, oui. La question que je me pose, elle est la suivante, c'est est-ce que la France a un souci avec ses enfants d'origine ? Bah, Crash, on est là pour ça. Non, mais en fait, c'est une question que je me pose. Il faut savoir que moi, par exemple, dans mon parcours professionnel, j'ai très vite compris que l'apparence était importante. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler, même lorsque je suis venu au recrutement, j'ai compris qu'il y avait une certaine manière de se tenir, une certaine manière de s'exprimer, d'accord ? Et qu'il fallait jouer sur les apparences pour être pris. C'est là que tu pouvais être noir, arabe, asiatique ou quoi que ce soit. Passer dans les mailles du filet. Tu pouvais passer dans les mailles du filet. Mais par contre, où il ne fallait pas se perdre, c'est lorsque tu y es, d'être soi. Je m'explique. J'ai rencontré, moi, des noirs, parce que dans une entreprise à majorité d'Européens, donc de blancs, qui du jour au lendemain aiment le rock. D'accord. Alors que lorsqu'ils sont chez eux, ils aiment le dombolo ou le rap. Ils n'assumaient pas. Tu penses qu'il ne faut pas se travestir ? Ah non, mon Dieu. Jamais. Grosso modo. Oh, du Johnny, oh j'adore. Tu vois, si t'aimes pas, ne fais pas semblant. Ça sert à rien de faire semblant. Ouais. Tu vois. Et donc pour s'intégrer à une majorité de blancs dans leur société, eh ben ils vont aimer, comme il a dit, Johnny ou autre. Tu peux aimer Johnny, mais dis la vérité. Moi, par exemple, j'aime Joe Dassin, mais je l'aime vraiment. Oui. C'est pas parce que etc. Et donc voilà. Et donc ce que je veux dire c'est LCI, mais ça peut être un autre. Je me demande vraiment est-ce qu'ils ont un problème avec les enfants d'origine. Parce que dire qu'il est d'origine d'une famille marocaine modeste. Ou bien si tu peux le faire pour le monter en exergue en disant voilà vous voyez. Non parce qu'ils ont fait le contraire. Oui c'est ça le problème. Pour dire que c'était une faille, mais c'est ça le problème. Comment ça c'est une faille ? Moi je veux dire sur toutes les questions de racisme et autres, c'est des questions que je me pose plus. Pourquoi je me pose plus ces questions-là ? Parce que je sais que de toute façon, l'origine humaine, elle est africaine. Donc à partir de là, tu peux me raconter toute ta vie, tu peux me raconter ce que tu veux. Tu m'intéresses pas. Ça te dérange. Parce que je sais que que de toute façon, déjà l'histoire des Noirs ne commence pas par l'esclavage, elle commence bien avant en Égypte, etc. Je sais que l'être humain vient d'Afrique. Donc à partir de là, tu peux me raconter ce que tu veux. Je me pose, c'est même plus des choses sur lesquelles je m'arrête. Quand on parle de racisme, ou on parle de blackface, etc., j'en rigole dans ma tête. Tout à l'heure. Je vais te parler aussi maintenant des couples à la Bonnie and Clyde. En politique. Par exemple, comme le couple Fillon et le couple Balkany. Alors, ma question, tu en penses quoi ? Les politiques ont-ils perdu leur valeur ? Alors, pour moi, la vraie valeur politique, pour moi, ce que je voyais, c'était l'éloquence. Oui. Au travers d'un discours, tu es capable de remonter des gens qui ont perdu pied, tu vois. Je trouvais ça extraordinaire. Mais la partie éloquence. Là, depuis maintenant des années, les politiques m'impressionnent pas. On a l'impression qu'ils savent plus parler. Exact. Ils sont pas impressionnants. Ils n'ont pas de charisme. Ils n'ont pas de charisme naturel. Je suis capable de tenir tête à un politicard, même s'il va maîtriser des sujets mieux que moi parce qu'il les aura appris, mais je serai capable de lui répondre même si je les ai pas appris. Donc ils ont pas de charisme, ils font pas peur quoi. Je veux dire, ils sont pas impressionnants. Tu penses qu'ils ont perdu donc de leur valeur ? Mais pour moi, je pense que oui, totalement. Ils imposent plus le respect. Ouais, rien du tout. Un Sarkozy que je n'apprécie pas du tout avait du charisme, même si ce monsieur est petit de taille. Mais non, mais oui, parce que la taille veut rien dire en vérité. Il avait un charisme. Mais c'est pas la taille qui compte. Exactement. Ouais, tout à fait. On sait de quoi on parle. Koro ? Voilà, ce monsieur, il a du charisme. Voilà, et je pense qu'il n'y en a plus. Notre président, monsieur Macron, n'a pas de charisme. Monsieur Édouard Philippe n'a pas de charisme. Pourtant, j'aime bien sa ville du Havre en plus. Il n'a pas de charisme. Je vois pas aujourd'hui qu'il y a du charisme. Elle a été taguée. Elle a été taguée suite au mécontentement. Bien joué, 49.3. Bien joué les Havrais. Ouais, ils ont tagué. Ouais. Donc, tu penses que
plus rien n'a de sens en fait. Bah, c'est un peu ce que tout le monde, c'est ce qu'on dit dans chaque émission, tout le monde a un petit peu le même point de vue, que ce soit des partis politiques différents en même temps. Clairement. Ce qui est drôle, c'est qu'on se rejoint un peu, on trouve que c'est ce que... Alors quand ils sont du même parti, ils disent c'est scandaleux, du genre je ne le ferai pas, mais bon, ça revient au même, c'est la même chose. Et maintenant on les met tous un peu dans le même sac au fond. Je te disais que la tendance a changé. Les voyous sont devenus finalement les gens bien, et ceux pour qui on avait du respect, qui avaient de l'éloquence et autres, sont devenus... Comme Coro. Il y a Monsieur Mélenchon qui est pas mal aussi en éloquence, je trouve. Oui, il a été un peu muselé ces derniers temps. Ouais, mais ça c'est normal. Et il y a un autre monsieur aussi que j'ai suivi, c'est ce monsieur dont les gens ont essayé de se moquer, mais il les a tous ratatinés parce qu'il connaît parfaitement les lois. Asselineau, monsieur Asselineau, je crois que c'est Asselineau, même vous connaissez pas. Non, je connaissais Marcelino, Palivino. Non. Je crois que c'est monsieur Asselineau, je crois de mémoire. Qui lui parle bien aussi. Il connaît sur le bout des doigts les lois et il en a mis plus d'un au tapis quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, on s'est compris. Alors, je vais vous parler d'autre chose. Le 29 février, M. Salif Keïta a organisé un gala parrainé par M. Michel Amala Sidibé, qui est le ministre de la Santé, des Affaires et Sociales du Mali. Et qui est d'ailleurs aussi... qui s'investit aussi beaucoup pour Foot Santé. Pour mon gala du mois de juin, il m'a dit. Et donc ce gala, c'était pour aider les enfants atteints de certaines maladies du cœur, pour financer tout ça. Donc Monsieur Salif Keïta a toujours fait ça, a toujours aidé et participé à ce genre de gala. Il était aidé et accompagné par diverses personnes en France qui l'ont plus ou moins laissé tomber. Bien sûr, suite à son coup de gueule sur Monsieur Macron. C'est ça, t'as pas le droit de parler. Il était notamment affilié à la chaîne de l'Espoir. C'est ça. La chaîne de l'Espoir qui soigne énormément d'enfants. Et il faut savoir qu'il y a 3000 enfants actuellement là, même un peu plus de 3000 enfants maliens malades du cœur et qui attendaient et qui comptent sur ce genre d'intervention pour pouvoir survivre. C'est vital. Et que finalement l'association a rompu son contrat avec Salif Keïta. Donc lui a fait une conférence en disant que on s'en prenait à lui d'une manière qui n'était pas la bonne. Tout à fait. Qu'on lui retire ses concerts parce que on ferme les salles en France. Enfin, il ne peut plus faire ses concerts en France. On le dit pas ouvertement, mais il est un peu boycotté. C'est ça, ouais. Que ça finalement ça le dérange pas plus que ça. Il est ce qu'il est, il restera ce qu'il est jusqu'au bout. Il a défendu ses convictions et dire que la politique française le dégoûte, c'était son ressenti. Et avec les réseaux sociaux, il l'a dit comme il l'aurait dit n'importe où, et qu'il trouvait ça quand même dommage que la chaîne de l'Espoir rompe son contrat avec pour diverses raisons politiques. Alors, la chaîne de l'Espoir a confirmé avoir résilié le contrat et a précisé qu'elle n'avait eu aucune pression politique. Aucune pression politique, que c'était son choix. Je trouve ça dommage. Moi qui quand j'étais à Studec, avait fait un reportage et donc avait fait partie de cette chaîne de l'Espoir. On avait intervenu on était dans une salle. J'avais assisté avec Laura Bruno et les deux fils de Monsieur Rizet, Antoine et Galad Rizet, plus moi. On était rentrés dans le bloc avec le docteur Jean Lassalle. Non. Du jardin. Non, mais c'est un truc que je trouve vraiment... détestable. Paul Neuville, le docteur Paul Neuville, un cardiologue pédiatrique qui nous avait démontré, moi je l'ai vécu, je l'ai filmé, on s'est échangé caméra pendant 4 heures, j'étais dessus l'enfant, j'ai eu la chance de filmer au moment où il a arrêté le cœur et il l'a fait repartir et j'ai vu qu'il avait la vie de quelqu'un entre les mains. L'enfant s'est rétabli. J'ai vécu cet instant. J'ai trouvé que c'était fort. J'ai trouvé que ce docteur Paul Neuville était puissant. Et il fait partie justement de cette association, la chaîne de l'Espoir. Et je trouve ça tellement dommage. Et ça me fait tellement mal au cœur. Et je voudrais, c'est aussi le moment de le dire, s'il y a moyen de revoir certaines choses, essayez en tout cas, pas pour Monsieur Salif Keïta, passez même par un autre artiste,
mais continuer la chaîne de l'espoir avec le Mali, les enfants malades, c'était quelque chose de beau et il faut que ça le reste. C'est bien dommage, humainement. C'est clair. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, nous, avec Crash ton venin, il va falloir qu'on fasse attention, hein, parce qu'arrivera un jour. Mais tu sais que Damali me l'a dit, ça. Si lui, il a juste dit ça, frère, nous, avec tout ce qui se dit dans cette émission, tous ces cas de Alors là, on n'a pas fini. On va parler de Madame Zineb Razoui. Journaliste militante qui avait travaillé à Charlie Hebdo. Alors je vais donner des exemples parce que pour ceux qui ne voient pas c'est qui, c'est celle qui avait dit que Mila était un exemple pour la jeunesse française, la fille qui s'était permis de dire des injures et tout ce qui s'ensuit. C'est elle qui avait dit qu'il fallait pouvoir tirer des balles réelles sur certains jeunes quand il fallait. Avait été entendue devant une commission d'enquête au Sénat elle a beaucoup parlé des musulmans et des associations, des budgets accordés à ces dernières pour X et X raisons qu'elle a du mal à comprendre, en précisant qu'elle ne comprenait pas l'intérêt et pourquoi il y avait autant d'associations pour le ballon, que ce soit pour le basket, que ce soit pour le foot ou autre chose, dans certains quartiers, et qu'il y avait sûrement anguille sous roche, parce que dans certains quartiers, la population est très musulmane. Donc, elle a proposé de mieux gérer le budget ou de geler certaines associations. Donc, j'appuie là-dessus, de geler certaines associations. Donc, ma question, penses-tu que ça a déjà commencé, que l'ancienne journaliste traumatisée, parce que c'est un traumatisme qu'elle a subi de Charlie Hebdo, a su transmettre sa peur et les effrayer? C'est ça, ma question. Je pense que la France ne l'a pas attendu. Simplement, ce qui est intéressant pour les personnes qui pensaient ce qu'elle dit, c'est que c'est une dame d'origine maghrébine qui le dit. Oui, je le sais. Et donc là, ils ont une coupe. Ils ont une coupe entre les mains. Ils disent, voilà, vous voyez, même elle est comme vous, elle vous ressemble, elle dit la même chose que nous. Et donc ça permet aux gens de délier les langues et que plus personne n'a peur de... Ça permet de prendre plutôt appui. Ah oui, totalement. Sur ce qui n'est pas forcément vrai, parce que on peut être algérienne et avoir aimé par exemple du Piaf ou comme vice versa, comme tu nous disais tout à l'heure. Là on parle d'être humain. Je ne sais pas pourquoi l'origine. Non mais il faut appuyer dessus. Non mais c'est incroyable. Je veux dire, on parle d'être humain, donc pourquoi, comme tu l'as dit, un Algérien aime Piaf. Moi par exemple, moi j'aime beaucoup Lounès Matoub. Pardon. Non, tu sais ce qu'il est Lounès Matoub? Je ne connaissais pas. Oh là là, c'est un des plus grands artistes kabyles. Kabyle ou algérien? Oui. Moi je pensais qu'il était algérien. Oui, algérien, je ne vais pas me faire insulter par les Kabyles. Un des plus grands artistes algériens qui a été retrouvé dans plusieurs balles dans son véhicule, qui a été tué. Voilà, et pourtant je suis des Antilles de la Côte d'Ivoire. C'est très très loin de ma culture. Ça n'a rien à voir. Tu vois, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas. Les goûts et les couleurs. Et dans ce monde, et moi depuis quelques années, je suis beaucoup de ces médias-là, on parle toujours de l'origine, on parle que de la religion, on parle que de ceci, que de cela. Mais c'est anxiogène, ça crée des peurs. Ça crée des peurs. Et surtout que cette femme, moi j'insiste beaucoup, elle a vécu, je dénigre pas ce qu'elle a vécu, chez Charlie c'était épouvantable. Et ça a touché toute la France. Bien sûr. Mais elle est quand même l'une des personnes les plus en danger parce que ce qu'elle dit, les propos qu'elle tient ne sont pas bénins. Ne sont pas bénins. Mais cette femme, quoi qu'il en soit, elle a subi un traumatisme. Est-ce que, dans tous les cas, quand quelqu'un subit un traumatisme... Elle a dû être écoutée, aidée, tu penses? Oui. Tu m'as devancé. Voilà, bah ouais. Je pense que finalement, c'est ces peurs qu'elle renvoie chez autrui. Moi, je veux juste vous dire une chose. À l'époque, quand je suis un peu dans mon époque un peu turbulente, il faut savoir, j'espère que je n'ai pas donné une information que si la police le savait. Il faut savoir qu'à Nanterre, il y avait donc des planques d'armes, d'accord, et qu'il y a beaucoup de quartiers qui avaient décidé à un moment donné de faire une révolution. Oui. Un vrai truc. C'est là que ça allait vraiment partir en vrille. Et ça, il y a ça quelques années déjà. C'est pour ça que je parlais de donc, la dernière fois. Moi, je dis juste, tous ces enfants d'origine qui vivent en France comme tout à chacun, hein. Ils ont des factures et ça se passe bien, ça se passe mal, peu importe quoi. À un moment donné, voilà quoi. Et moi je pense que je serais un de ces premiers soldats dans cette histoire parce que c'est fatigant. Donc c'est marrant, tu rejoins beaucoup ce que je dis des fois. C'est fatigant. Ouais, je me disais, c'est fatigant.
Si le FN passait, est-ce qu'il n'y aurait pas dans la rue un gros problème? Mais pourquoi? Peut-être qu'il devrait passer. Hein. Ça serait. Il y en a beaucoup qui serait peut-être temps qu'il passe. Hein, je sais pas. Je ne connais pas plus que ça en politique, mais ce que je veux dire, c'est fatigant. Moi, je donne un exemple. Dans mon bâtiment, je vis plutôt dans un quartier plutôt bien. Il y a je vis avec des blancs, il y a des arabes, il y a de tout. Et souvent, quand je dis bonjour aux dames blanches dans mon bâtiment, qui sont d'un certain âge, elles répondent pas, tu vois. Elles répondent pas. Et donc la dernière fois, j'en ai pris une dans les yeux. J'ai dit, excusez-moi madame, sans vous manquer de respect, pourquoi lorsque je vous dis bonjour, vous ne répondez pas? Elle n'a pas su me répondre, elle a pris son ascenseur, elle est partie. Mais au moins, j'ai mis le doigt sur le truc. Parce que en fait, ce qui m'embête, c'est... T'as mis le doigt où? Moi? T'as dit quoi? T'as mis le doigt où? J'ai mis le doigt dessus. Ah non, pas sur elle. Elle est bête, lui. Et donc, je lui ai dit parce que à un moment donné, ce sentiment de peur, je vois pas d'où il vient, parce qu'elle peut se faire attaquer par n'importe quelle personne, quoi. C'est pas uniquement les noirs qui vont l'attaquer. Clairement. Et j'ai des enfants qui sont métissés. Et j'ai pas envie qu'ils vivent dans un monde comme ça, même si je sais que ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué, hein. Mais c'est compliqué. Je suis bien placé pour le savoir. Ouais, bah c'est compliqué. Il faut savoir qui on est. Une fois qu'on sait qui on est, tout va bien. Voilà, c'est chiant. Ouais, c'est vraiment dommage. Hein. Alors moi je disais ça parce que comme monsieur Salif Keïta est musulman, il n'est pas d'accord avec le gouvernement, il le revendique, son association finalement c'est une manière de geler. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire. C'est ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, chers auditeurs, qu'il est 12h35. Vous êtes sur IRM Radio dans Crash 120 avec John Doe. Yeah. Ouais, là on va parler de l'affaire Harvey Weinstein. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. Tu vois un peu c'est qui Oui, je suis. Avec ta prononciation un peu moins. Ouais, mais... C'est moi et les noms, hein, tu me connais. Hein. Alors, sa peine sera prononcée le 11 mars. Il risque jusqu'à 25 ans de prison, s'il les fait. Hein. Ils vont peut-être trouver autre chose d'ici là, parce qu'il a commencé à parler. Lui qui ne parlait pas, a commencé à se défendre, a commencé à dire que ça ne s'était pas fait comme ci, comme ça. Elle est amoureuse. Donc les langues se délient. Pour le mouvement MeToo, c'est une victoire, c'est une première victoire. Tu penses quoi de tout ça? Parce que cette affaire-là, elle a soulevé d'autres points de vue et d'autres critères. Ça a permis d'amener des débats aussi sur la diversité. Coro. Ouais, vas-y. Coro. Vas-y. Cette hypocrisie, elle est incroyable. Elle est incroyable. Dis-le, parce que je vais en parler après. Parce que sans donner mes sources, parce qu'il y a des infos que j'ai, il faut savoir que dans des bâtisses parisiennes, cette pédophilie, d'accord, était orchestrée depuis des années. D'accord. On va peut-être m'attendre à l'extérieur, mais il faut savoir que c'était orchestré depuis des années par des gens qu'on a tous appréciés. Du milieu. Des artistes, des journalistes, et des ça mecs du commence cinéma. À savoir. Et c'est pas uniquement en Europe, ça existe en Afrique. Partout, même au Maroc. Ouais. On a parlé d'un grand acteur il n'y a pas longtemps. Il faut savoir qu'il y a des avions qui partaient soit d'Allemagne, soit de France, qui arrivaient en Afrique, et ça se passait dans des villas. La villa était protégée par des militaires, et ça se passait comme ça. Des millions d'enfants qui ont disparu, filles ou garçons, on sait où ils étaient en tous les cas. Il n'y a pas longtemps, je parlais de ça parce qu'il y avait un avion qui a été arrêté avec plus de 3000 enfants qui allaient en direction de l'Espagne avec 3000 enfants. Voilà. Donc soit on leur prend organes, soit c'est organes, soit c'est sexuel. Exactement. Donc c'est de l'hypocrisie tout ça. Je suis sûr que demain, s'il y a un journaliste qui réussit à faire le coup du siècle, il sort toutes les preuves, on va être effaré des noms qu'on va voir. Et du nombre de disparitions qui continuent d'ailleurs, parce qu'avec les réseaux sociaux, on voit qu'il y a plein d'enfants qui disparaissent et qu'on retrouve jamais. Et ça fait pas mal de temps que les parents lancent des alertes. Moi, j'en parlais la dernière fois quand je disais le groupe de parents qui s'est relié pour interpeller des pédophiles et qui en ont arrêté plus d'une trentaine, alors que le gouvernement on en a parlé la dernière fois, n'arrive même pas au bout avec des enquêteurs, avec tout ce qui c'est quand même. Je disais que c'était louche.
Donc, sans parler complot ou quoi que ce soit, c'est bien qu'il y a un gros problème et que ces réseaux existent, comme tu dis, et sont là depuis longtemps. Bien sûr. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, quand moi aussi j'en parle un peu comme ça, il y en a souvent qui te sortent, oui, mais en Afrique, vous aviez des gens qui se marient avec des enfants de 12, 13 ans, etc. Non, ils sont promises. Ouais. Non, mais c'est ça, entre parenthèses, leur excuse. D'accord. Et donc là, tu es obligé de faire un petit cours d'histoire. Oui. Même si ce type de mariage-là n'est pas viable non plus, mais tu es obligé de faire un petit cours d'histoire pour rappeler à quelle période ça existait, pourquoi ça a été fait, même si ça existe encore, ça existe dans des endroits reculés de l'Afrique. Parce qu'en fait, les gens aiment bien faire ça. Tu sais que quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas de la même origine que toi, tout de suite, il veut te trouver à toi aussi des défauts. Mais c'est pas ça le but. Je suis pas en train de t'incriminer toi, je suis en train d'expliquer un sujet. Je suis pas en train de dire c'est toi, c'est ta patrie ou c'est... Non, c'est pas toi, comme toi. C'est juste un sujet. Et la meilleure manière de le faire, c'est de généraliser. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà. Et donc, du coup, ça a déligné pas mal de langues sur le fait, même sur les Césars, sur tout ce qui se passait. Le comité a dû démissionner. Mais il y a des femmes qui ont réagi, dont Florence Foresti qui a réagi à travers l'humour, a réussi à dire ses idées et sa contrariété. Elle était trop forte. On en parle. Sa contrariété, elle l'a fait passer à travers l'humour. Moi, je trouve ça puissant. Il y a aussi Aïssa Maïga, tout à fait. Aïssa Maïga. Elle a mis un malaise. Elle a mis un malaise. Wow. Et les gens n'ont pas compris. Wow. Et ça, je trouve ça fou parce que c'est là où elle est forte. Que c'était volontaire. Ouais, tout à fait. Ce malaise, c'est pas parce qu'elle s'est mal exprimée ou qu'elle n'a pas voulu qu'il y ait de malaise. Elle a mis le doigt dessus. C'est une force. C'est-à-dire que elle ne s'est pas souciée de ce qu'allait penser ses nantis, on peut dire ça comme ça. Elle a pointé le doigt en disant on est peut-être 12 pèlerins, enfin une manière de parler, 12 pèlerins dans la salle, mais est-ce que c'est normal? Elle s'est retournée vers Vincent Cassel, qui est marié à une métisse, c'est ça. Et elle a essayé de faire comprendre c'est lui le représentant, c'était lui le seul représentant des Noirs dans les films. Mais on l'a senti plus ou moins mal à l'aise. Sûr, mais toute la salle était mal à l'aise. Et moi, je voulais avoir ton avis. Parle-nous-en de ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est de l'hypocrisie, comme tu disais depuis tout à l'heure. Donc, vas-y, crache. Quand je regarde la vidéo, je rigolais, je dis waouh. Elle a du culot quand même, quoi. Elle a du culot. C'est une force de caractère. Ouais, bien sûr, elle a du culot. Et en fait, j'aurais aimé le faire moi aussi. C'était incroyable. C'était incroyable. C'est ce que j'ai dit. Alors, beaucoup de personnes n'ont pas apprécié en disant oui, elle a mis un malaise. Mais le malaise, il est là. Le malaise, il est là. Sauf qu'on ne le dit pas. Mais ceux qui le vivent, c'est facile pour les autres de dire oui, mais elle a mis une sale ambiance. Ok. Mais ceux qui le vivent, ceux qui sont dans la comédie, ceux qui se battent depuis des années à essayer d'intégrer les choses, qui essayent de rentrer dans le moule, qui ont fait des études, qui ont payé leurs cours de théâtre. Attends, j'ai fait partie. Ben oui, il y a un problème. Il est vécu par plein de gens, et il faut le dire. Et ceux qui y arrivent, on a vu, ça a fait le malaise des deux côtés. Moi, ce que j'ai aimé, ça a fait le côté malaise chez les blancs, exactement, et ça a fait le côté malaise chez les noirs. Moi qui suis au milieu, j'ai apprécié parce que je me suis dit waouh, elle a mis le doigt où il fallait. Les Noirs ont ressenti quoi? Le malaise de se dire je suis là, et c'est vrai que je n'ai jamais rien fait pour que les autres puissent. Et quand on a les débats sur l'équité, la parité, l'intégration, on en a eu un débat là-dessus l'année dernière. Je parlais moi de ça. Je disais non, mais je ne comprends pas. On tourne toujours à la télé autour des mêmes personnes, alors qu'il y a des gens qui ont les mêmes capacités et les mêmes qualités, mais qu'on ne laisse pas rentrer. Par contre, je vais défendre l'autre côté. Vas-y. La France est un pays à majorité blanche. Oui. On est d'accord. Moi, j'arrive chez toi. Tu m'as pas invité. J'ouvre ta porte, j'ouvre ton frigo, je me sers. Et en plus, je m'installe chez toi. Tu vas sentir un certain dérangement. Et c'est ça, en fait, le sentiment qui existe en France. Ils considèrent que... Mais l'erreur, c'est quoi? Non, mais attends, bien sûr, on va arriver sur l'erreur. Ils considèrent qu'aujourd'hui, que le cinéma doit ressembler un peu plus à leur population. En tout cas, les réalisateurs, ceux qui mettent l'argent pour. Sûr, d'accord. Ils considèrent que c'est comme ça. Tu peux pas leur reprocher. Moi, je peux pas leur reprocher. Et c'est pour ça, là, je te parlais de communauté financière. Mais leur population d'aujourd'hui, tu crois que c'est ce genre de population?
En tous les cas, ça a bien changé. Eux, ils le croient en tous les cas. Alors, c'est pour ça que pas mal de gens ont dit qu'il fallait changer le système même de ceux qui étaient à l'origine des Césars, parce que ça a évolué. On ne peut pas rester, on évolue avec son temps. Je suis d'accord, mais sauf que ça, peut-être l'évolution n'arrivera pas. Mais dans ce cas-là, moi en fait, la seule chose qui m'embête, c'est que nous, d'origine, il faut qu'on arrête de toujours avoir leur aval. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Et mais c'est ce qu'elle a fait, Maïssa Maïka. C'est ce que moi j'ai apprécié. Moi, je pense qu'il faut... Elle s'est pas dit demain je vais pas travailler. C'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'elle elle a ouvert une porte. Exactement. Elle s'est pas dit demain. Avec les deux pieds là. Exactement. Donc moi elle a défoncé. C'est ça. Il faut arrêter d'attendre l'aval et faire nos propres choses. C'est juste ça. Il faut arrêter à un moment donné de se plaindre, de se dire nana. Je donne un exemple précis. Tu vois le hip-hop français aujourd'hui. Oui. C'est eux qui vendent le plus. C'est eux qui vendent le plus. Après, on ne sait pas qui tient. On sait qui tient, mais bon, voilà. Ceux qui vendent le plus. Pendant un moment, ils sont beaucoup pleins. Oui, nanana. On ne voyait pas dans les médias. Aujourd'hui, c'est eux qui tiennent le trône. Sûr. Le rock, c'est détrôné. La pop, c'est détrôné. Ouais. C'est le hip-hop qui tient. Le hip-hop. Eh ben, j'en reviens maintenant à toutes ces communautés qui ont envie de se plaindre. Bah, allez-y. Mais c'est ce qu'elle a dit. D'où le malaise de l'autre côté. C'est ça. Faites comme le hip-hop, on vous laisse pas forcément un champ, ben cassez tout. Exactement, et comme dirait Arsenic, passe par la fenêtre. Passe par la fenêtre. Ouais, bon bah on a fait le tour. Bon, on arrive la fenêtre. On arrive la fenêtre. Alors là, je voudrais parler du scandale de la chaîne 7 à 8 sur le blackface. T'en as entendu parler? Oh là là là. Alors, pour ne pas que l'on reconnaisse une ado de 15 ans qui a été victime de viol, qui a été ancienne prostituée, la production s'est permise de la maquiller un peu plus que d'habitude et de lui mettre une chevelure assez, on va dire, afro, crépue, afro, parce que pour ne pas la reconnaître. Et du coup, ça n'a pas plu à énormément de monde et sur les réseaux sociaux, ça a réagi. De part et d'autre, c'est du blackface, TF1 a fait du blackface. Alors, le principal intéressé, il a réagi, Harry Rosenbach a déclaré, étant noir, il a réagi. Notre priorité, à la chaîne et à moi, c'était de protéger l'identité de cette jeune fille. Et ça a réussi. C'était son enjeu principal. Alors, moi, ma question, c'est dans ce cas précis, est-ce que dans ce cas précis, parler de blackface est une erreur ou pas? Alors, je suis désolé, je fais toujours des réponses un peu... Non, vas-y, comme tu veux. Tu vois, quand Kassav a fait le Stade de France, tu n'étais pas au courant. Oui. Bah non, voilà. Moi je pensais que c'était Johnny. Voilà. Voilà. Mais en fait, il faut faire la même chose. À un moment donné, il faut que nous, êtres humains, on arrête de se concentrer sur des choses qui ont très peu d'importance, qui n'ont pas d'importance, excusez-moi. Si on l'avait pas mis en avant, si on n'avait pas fait tout ce bruit sur les réseaux sociaux, mais souvent les gens qui, pour moi, je vais porter un jugement. Crash. Pour moi, les gens qui font du bruit souvent sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui s'ennuient chez eux ou qui n'ont rien à faire. Qui sont pas au travail. Je sais pas. Moi, c'est mon sentiment en tous les cas. Si tu mets pas le doigt sur ce genre de choses, tu mets pas une loupe sur ce genre de choses, ça passe inaperçu. Ces histoires, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on a des vrais problèmes. Je veux dire. Mais attention, le blackface, pour plusieurs personnes, c'est un vrai problème. Bien sûr, et j'ai vu des émissions dessus, sur le web, etc. J'ai bien compris. C'est ça, moi, je veux savoir ce que t'en penses. Ouais, mais de part et d'autre. Ce que j'en pense, moi, c'est qu'on a d'autres vrais problèmes à gérer. On a des gens qui meurent tous les jours encore sur différents territoires. Il y a des gens qui se posent encore la question de savoir si la femme, elle est en dessous de l'homme ou en dessous d'un animal. Il y a de la pédophilie. Waouh, je sais pas, sérieux, on n'a pas d'autres trucs, on n'a pas d'autres coups de gueule plus importants à réaliser. Regarde, on a des pompiers, des flics qui sont payés comme des misérables. Alors pour moi, sont eux les héros de notre existence et pas les politiques. On n'a vraiment pas autre chose à faire. On a des pompiers qui se tapent sur la gueule avec les... Tu vois, est-ce qu'on n'a pas vraiment autre chose à faire? Après, maintenant, si je dois porter un œil sur cette histoire de blackface, je viens de vous dire qui nous kiffe.
ces gens-là. Oui, alors c'était ça. S'ils veulent se maquiller pour être comme nous. Mais ma question c'était ça, justement. Ça rejoint ce que tu es en train de dire malgré toi. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui déplaît au fait, par exemple, qu'est-ce qui peut déplaire aux communautés, par exemple, noires, au fait que des Blancs. Tu penses qu'en fait, ils vivent dans le passé? Oui, en fait, c'est l'histoire. Je sais pas s'ils vivent dans le passé, mais c'est l'histoire. Ça veut dire que, tu sais, le blanc a souvent été traité en disant oui, on a une grosse bouche, on a un nez épaté, etc., 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 etc. Et nous les Noirs, Farid dit un truc qui est marrant. Il dit si je te dis ouais, ta mère c'est une pute, bah tu vas réagir en lui rentrant dedans. Mais est-ce que ta mère c'est une pute? Il dit aussi, Farid à un moment donné, il dit ouais, les Noirs ils ressemblent à des singes. Ben moi quand je me regarde dans un miroir, je me trouve beau gosse quoi, je ressemble pas à un singe. Tu comprends ce que tu vois où je veux en venir? Donc je sais pas. À un moment donné, peut-être que nous aussi les Noirs. Déjà, savoir que, non, peut-être pas relativiser, mais savoir déjà que notre histoire commence pas à l'esclavage, ça va nous permettre de respirer il faut qu'on comprenne qu'on était les rois de cette terre avant que tous les autres peuples arrivent. Et donc, à partir du moment où tu es fier de toi, tu es fier de ta grandeur, le jugement des autres, c'est pipi. C'est qu'un prétexte. C'est pipi, tu vois ce que je veux dire? C'est du pipi de chat. Moi, je sais que je suis fort, je suis grand. C'est ce que je vais apprendre à mes enfants. C'est du pipi de chat, tout ce qu'on peut raconter. Ah, vous étiez des esclaves de nanana. Ah, vous ressemblez à des singes. Et moi, je leur dis, écoute, tu sais, les premiers royaumes, c'est nous. L'écriture qui a été prise par les Grecs, c'est nous. Ça, c'est nous. Et si je dois être un peu plus moderne, la première chirurgie à cœur ouvert, c'est un noir. Le premier téléphone portable, c'est un noir. Et tu vois, j'ai plein d'éléments pour être fier. Exactement, mais donc, ça, il faut le savoir. C'est que la plupart des gens ne savent pas parce qu'il y a certaines informations qui sont aussi boycottées ou alors ils vont pas chercher. Aller chercher l'information. Tout à l'heure avec. En fait, les Noirs, ils ont besoin d'être fiers. Au lieu d'être tout le temps fiers des mêmes choses, des basketteurs, des footeux, etc., sachez qu'on a une vraie histoire aussi et que nos ancêtres sont pas les Gaulois, que le roi Soleil, on en a eu 30 000, on a eu des princesses, des reines. Mais tu sais que même les enfants savent que leurs ancêtres c'était pas les Gaulois. Parce que moi, dans les cours d'histoire, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ils nous disaient ça à l'époque. C'était incroyable. Mais moi j'avais du mal aussi à comprendre parce que quand t'es enfant, tu te bases sur quoi? Sur ta physionomie. C'est le premier truc. Tu te dis, attends, mais moi je suis pas blonde aux yeux bleus. Exactement. Tu vois? Après, tu comprends, mais c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui sont à revoir. Et tu parles de ça, et de toute façon, les problèmes, ils ont commencé là. Il faut savoir que moi, je me suis souvent disputé avec mes profs pour ça. J'ai toujours mis en question l'histoire. Tu t'es disputé avec tes profs par rapport à ce sujet-là? Ouais, par rapport à ce sujet-là. Les guerres mondiales, où on n'a jamais dit que par rapport aux déportations, les Noirs aussi ont été déportés, les Gitans ont été déportés, etc. Tu vois, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas, ils n'ont jamais ils ne parlent pas, tu vois, ils ne parlent pas de ce que les tirailleurs sénégalais ont apporté à la guerre. C'est chiant et ça ne permet pas aux personnes d'origine de se sentir fières. Mais est-ce que le but c'est pas justement mais bien sûr, je le dis pas, mais bien sûr c'est ça le but. Mais encore une fois, arrêtons d'attendre l'aval des autres. Et ça, je te dis que moi, je me suis toujours apprendre. C'est du pipi de chat, ces trucs-là. Moi, je sais d'où mes ancêtres viennent. C'était des rois, ils ont inventé des choses. Et, quand Sarkozy dit, on ne fait pas partie de l'histoire, je dis, Coco, heureusement qu'on était là, tu ne serais pas là, tu vois ce que je veux dire? Tu ne saurais même pas compter. Est-ce que les gens, ils savent que l'ère du Moyen-Âge, les gens ils vivaient comme des clodos dans la boue et que pendant ce temps, en Égypte, ça marchait sur des galets, des routes faites, etc. Est-ce que les gens, ils le savent, ça? Est-ce qu'ils savent que tous leurs intellectuels sont venus apprendre en Grèce et que les Grecs ils ont appris des Égyptiens et que tout ce qu'ils ont savoir compter, parce qu'on dit que les maths c'est le Maghreb, c'est faux, c'est les Égyptiens, la médecine c'est les Égyptiens. Est-ce qu'ils savent que pendant qu'ils vivaient dans leur boue, les églises, tout ce qu'ils ont appris c'est l'Égypte? Est-ce qu'ils le savent? Tu vois, je veux dire, à un moment donné, réveillons-nous, calmez-vous, c'est pas mis en valeur. Calmez-vous les gens. Tu voudrais que tout retombe dans le contexte. Ouais, calmez-vous. Et tu dirais par exemple aux gens qui parlent blackface, qui parlent de apprendre à s'aimer et à se valoriser. En fait, c'est ça le problème, c'est parce que je pense qu'il y en a certains qui s'apprécient pas suffisamment, ou bien ils s'apprécient mais ils ont mal comme moi qu'on ne connaisse pas l'histoire des Noirs, qu'on la connaisse l'histoire des Noirs qu'au travers l'esclavage. Et moi aussi ça me fait mal. Et donc c'est pour ça que je me répète ici, je me répète ailleurs. Attention mes chers Noirs,
Nous sommes des rois, on était là les premiers sur Terre, calmez-vous. On a mis des choses sur Terre et même plus récemment, on a fait des grandes choses. Et les Blancs aussi ont fait des grandes choses. Ah oui. Les Asiatiques ont fait des grandes choses. Le Maghreb, les Arabes ont fait des grandes choses. On est juste une humanité. Calmez-vous. Il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. Non, c'est la race humaine. Voilà, donc calmez-vous quoi. On arrêtera de se battre quand les Martiens débarquent. Nous les Blancs, on est des bons voleurs. Enfin, on n'est pas des opportunistes. C'est pas des voleurs, des opportunistes. Tout le monde, tu vois, celui-là, à un moment donné, il faut se calmer quoi en fait. Bon, alors, j'ai pas vu leur passer. Midi 52. C'est intéressant. Bon, alors, ici, on a un contexte. Tu vas devoir choisir entre 3 choix. Ouais. Est-ce que tu te sens plutôt bobo, plutôt mentalement, au jour d'aujourd'hui, banlieusard, ou plutôt bourgeois? Bourgeois. C'est quoi bobo? C'est quoi la définition de bobo? Bobo, c'est bohème, un peu. Tu sais, t'aimes la nature. Tu fumes au gré du vent. Au gré du vent. Au gré du vent. Parce que les trois, ils fument de l'herbe. Donc bobo, banlieusard. Ouais, ou bourgeois. Ouais, Au jour d'aujourd'hui, en étant franc. Mais en fait, moi, ma mentalité, elle est banlieusarde. C'est-à-dire qu'un banlieusard, c'est un mec, il arrive quelque part, il peut s'imposer de n'importe quelle façon s'il a la tchatche, s'il a la façon. S'il a le charisme. Ouais, s'il a le charisme. Moi, je me sens banlieusard. Ah. Je me sens banlieusard. Je peux arriver à l'Elysée et être carré. Exactement. Et je peux arriver dans une soirée d'Enso et être carré. Ouais, caméléon un peu. Ouais, C'est ça, exactement. Il se met dans le contexte. C'est ça. Ouais, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Bon choix. Alors, je vais faire la dédicace pendant qu'on a encore le temps. Donc, John Doe, alors, il y a une dédicace ici en fin d'émission. Puis après, tu nous diras, juste avant de partir, ce que tu vas faire. Et on a un live pour terminer. Et un live, alors. Exactement. Vite. Alors, John Doe, ta sensibilité est-elle une fleur éternelle, mais qui par moments ne prend plus de gants? Tu envoies des étincelles que tu apaises avec ton miel. Une passion dévorante t'habite, celle de ta musique. Inspiré de ton passé, tu fais tout pour y arriver. Tu ne baisses jamais les bras, car tu crois en toi. Ouais, très très belle définition, bravo. Bravo. N'oubliez pas vos vaccins avant d'écouter Crash ton venin avec Coro et Tafit. Les personnalités viennent vider leur sac sur irm.radio tous les mardis à 11h. Dans Crash ton venin, IRM scanne ta grogne. IRM scanne ta vie. Alors, quel a été ton ressenti de ce témoignage de Coro, cette dédicace? C'est parfait. Je me base sur la musique. Ouais, c'est parfait, c'est exactement moi. Ouais, c'est exactement moi. Bravo. Il Bravo. y a une phrase qui m'a chatouillé l'oreille, mais je ne reviendrai pas sur cette phrase. Je sais, j'ai bien compris. Alors... mais c'était volontaire. Alors attention, nous allons terminer car tout à l'heure John Doe nous a fait part que ce qu'il avait apporté en plus via sa personnalité, c'était son côté acoustique. C'est ça. Au niveau des radios et tout ça. C'est dommage, donc... la prochaine fois je vais avec un musicien chez vous. Et de sûr et certain, la vie est encore longue, donc on aura encore l'occasion de se recroiser, John Doe. Alors attention, tu vas nous interpréter Dolce Vita, mon dernier single, en live sur IRM.radio. Crash ton venin, John Doe. Installe-toi dans mes rêves, glisse-toi sous mes draps. Aucune trêve pour tes lèvres, je serai bon élève. On ira au bout du monde, on vivra chaque seconde. Loin de tout, rien que nous, pour toujours. Ferme les yeux, on décolle. Ton sourire chant raffole. Nos corps frissonnent de nos nuits folles. Ferme les yeux, on décolle. Ton sourire chant raffole. Nos corps frissonnent de nos nuits folles. Des collines que je sillonne, chaque vallée m'impressionne.
Sous la lune qui nous espionne, nos corps nus se révèlent, cachés aux yeux du monde, dévorant chaque seconde, enquille-nous pour toujours. On décolle, ton sourire chant raffole, nos corps frissonnent de nos nuits folles. Ferme les yeux, on décolle, ton sourire chant raffole, nos corps frissonnent, oh ouais, de nos nuits folles, de nos nuits folles. Dolce Vita. Yeah. Simer John Doe. Hein. Merci à vous, merci à vous. Donc du coup c'était en live Dolce Vita, de John Doe. C'est ça. Ben, en tout cas on te remercie vraiment d'être venu aujourd'hui à Crash ton Venin. Superbe émission, vraiment je le dis. Quand je dis rien c'est que j'ai moyennement apprécié. Superbe émission, superbe émission, superbe émission. Bravo Coro, bravo Tafid, franchement. En plus nickel. t'as dit qu'avant l'émission que t'étais quelqu'un de difficile. Ouais, tout à fait. Superbe émission, vraiment j'ai passé un excellent moment. Ça fait 2 heures qu'on est ensemble, je m'en rends même pas compte. Ouais, c'est passé très vite, j'ai dû accélérer parce que... Bravo, merci. T'as des dates ou... Oui, rapidement, puisqu'il nous reste, je compte. Ouais, vas-y. 16. 6 mars, je suis à la ligne 13 à Saint-Denis lors d'un show qui se nomme Richie Meyer Show. C'est ambiance hip-hop, R&B, donc venez, c'est entrée gratuite. Ligne 13 à Saint-Denis de 20h à minuit. Le 6 mars. Le 6 mars. C'est ça. Le 6 mars, c'est dans 3 jours. C'est ça, donc... et je serai en acoustique piano-voix. D'accord, donc nous on va essayer de venir. Yes. En attendant, c'est sûr et certain qu'on va très rapidement venir découvrir John Doe sur scène. Moi je veux bien y aller. Hein. Ah ben, on va voir, ben, ça va être très possible. Cool. Avant que le corona soit partout. En attendant, on vous souhaite une très très bonne semaine. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine et sachez que si vous avez apprécié l'émission, elle sera d'ici 2 jours, grand maximum, sur YouTube. En attendant, bonne semaine à tous.